Ce balado est une présentation de Démocratique. C'est la référence en logiciel de mobilisation politique. Identifiez les électeurs, gérez vos bénévoles et vos donateurs et bénéficiez d'un module avancé de communication. Allez vers la victoire en visitant démocratique.org, démocratique avec un K, démocratique.org. Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Je suis Louis-Philippe Valiquette. Aujourd'hui, je suis avec François Larouche et Denis Martel. Fait que les gars, vous avez été au Conseil national de Québec solidaire qui se tenait le 29 au 31 mars. Puis durant celui-là, vous avez fait une foule d'entrevues, puis vous avez un peu pris le pouls de la situation solidaire au Québec. Est-ce que le vendredi soir, il y avait pas mal de monde? Est-ce qu'il y avait pas mal d'effervescence déjà? Ben, il y avait déjà de l'excitation qu'on pouvait sentir. Il y avait de l'excitation dans l'air. C'était palpable. On savait que c'était un conseil national important pour les membres. C'était quoi les sujets principaux qui allaient être discutés durant toute la fin de semaine? Il y avait 3 grands sujets. Il y avait leur positionnement, leur position sur le port des signes religieux pour les employés de l'État. Il y avait leur position lors de la prochaine élection fédérale qui allait être discutée. Et il y a l'élément qui était supposé, puis je pèse mes mots, là, qui était supposé être central et qu'ils espéraient qu'il soit retenu. C'était toute leur stratégie pour ce qui est du barrage climatique. On peut pas ignorer que la population a un enjeu en ce moment où est-ce qu'elle dit on est en train de regarder ça, ça nous stresse, les médias, les réseaux sociaux, le dépôt du projet de loi. C'est une discussion qu'en ce moment, on peut pas passer à côté puis dire on va juste parler d'environnement. Je pense que l'objectif en fin de semaine, c'était de créer une certaine cohésion là, sur l'enjeu. La question de la laïcité et tout, là, c'est un enjeu qui a été amené par la bande. T'sais. Puis, c'est qui la première personne que tu as rencontrée? Ben, après avoir pris l'ambiance, j'ai commencé à chercher des gens à qui parler de leur implication comme militants au sein de Québec solidaire. À ce moment-là, je cherchais vraiment à comprendre trouver des gens qui allaient m'expliquer pourquoi ils s'impliquaient en politique, pourquoi ils s'impliquaient au sein de Québec solidaire, et à travers ça, un peu comme comprendre leur motivation, mais aussi les différences avec les autres partis. Donc, la première personne à qui j'ai réussi à parler, c'est Alexandra. Bonjour, Alejandra. Est-ce que je dis bien ton nom, premièrement? Oui, mais c'est Alejandra. Alejandra. Oui, c'est bon. Qui était la déléguée de Bourassa Sauvé, à qui j'ai demandé pourquoi elle militait. Qu'est-ce qui t'amène à militer comme ça dans un parti politique? Je pense que ça... je suis une passionnée de politique, une passionnée des questions environnementales. Puis je pense que c'est comme ça aussi que j'ai connu Québec solidaire. Je l'ai connu en militant à Montréal-Nord dans toutes les questions d'inclusion, de lutte antiraciste. Puis j'ai découvert un parti qui était vraiment à l'écoute puis très proche des gens, des mouvements sociaux puis de la base. Puis ça m'a beaucoup interpellée. Je pense que c'est pourquoi je milite aussi pour avoir des gens qui nous représentent, mais qu'on a aussi contribué aux positions politiques. Fait que c'est ce qui explique un peu ma militance depuis 10 ans. On a 2 types d'instances. Celle-là est la plus petite, c'est notre Conseil national. Puis, dans le fond, c'est plus des questions de gestion du parti, élections internes, campagne nationale, et on traite aussi de quelques sujets d'actualité. Donc, on va parler laïcité, mais on a aussi nos congrès qui sont beaucoup plus grands, 2 fois plus gros. Puis c'est là où c'est plus des questions de programme, des questions de débat politique, des choses dont on défend dans la place publique. C'est quoi si tu avais à me donner quelques mots qui décrivent la grosse distinction entre le début de ton militantisme et aujourd'hui? C'est quoi la grosse différence? La grosse différence, c'est que tu peut-être... ressens dans le groupe? Personnellement, je pense qu'on apprend aussi à prendre plus de place. Puis, dans le fond, que
au tout début, quand on commence en politique, ça nous gêne parce que la politique, c'est trop gros. Mais une chose que j'ai découvert avec Québec solidaire, c'est qu'il y a de la place et que dès qu'on a une initiative, on a quelque chose à dire et qu'on la prend, les gens nous accueillent d'égal à égal. Moi, j'ai eu la chance de militer avec du monde qui, ça faisait 30 ans qu'ils faisaient la politique, d'être dans des conseils avec Françoise David, par exemple. Puis que tout de suite... très jeune, on goûte à qu'est-ce que c'est, le niveau du débat et qu'on peut avoir une influence sur nos positions politiques au niveau communicationnel, par exemple. Qu'est-ce qui sort de cette salle-là? Ça va être porté par Manon Massé, ça va être porté par nos députations. Vos porte-paroles. Nos porte-paroles. Et ça, c'est un impact direct. C'est ça que je sens que de plus en plus on s'implique, plus on a un impact direct qui fait en sorte que la politique prend tout un autre sens. Fait qu'il n'y a pas de coupure entre l'aile parlementaire et la base militante. En fait, on essaie de plus en plus de garder ces liens. Comment ça marche? C'est que là, nous, ce qu'on vote, c'est qu'on donne des lignes directrices pour notre direction politique et notre aile parlementaire. En fait, toutes les positions en termes des programmes doivent être respectées puis défendues par notre aile parlementaire. C'est comme ça que ça marche. Mais de la façon que tu en parles, si tu me parles de ligne directrice, donc il y aurait une marge de manœuvre pour l'aile parlementaire de venir interpréter le mandat porté. Il y a toujours une marge de manœuvre parce que malheureusement, on ne peut pas faire ça toute la fin de semaine. Ouais. Je veux dire, on donne une grande ligne, on donne une confiance parce qu'en fait, les sujets, ça dépend. L'aile parlementaire, on le sait que ça dépend de ce qu'ils reçoivent cette journée-là. Mais nous, on a donné des balises, on sait à peu près les grandes orientations dont les membres de Québec solidaire sont confortables avec. Et après, oui, l'aile parlementaire, après, ils vont adopter ça, puis ça va être un peu leurs outils pour débattre et proposer. Ce qui est particulier avec Alexandra, c'est j'ai fait mes premières découvertes de ce qui était militer à Québec solidaire, puis il y a un concept qui m'a plutôt intrigué dans ce qu'elle m'a raconté, qui est le concept de gardien du senti. C'est ça que je rentre parce que c'est ça qu'on va annoncer bientôt. Mais je suis un peu une gardienne du senti. Bien, on va y aller ensemble. C'est pas ce que c'est. C'est quoi un gardien du senti? Non, du senti? Oui, les sentis. Un gardien du feeling. senti. Ah, ouais? Oui, parce que le gardien du senti, dans le fond, ce qu'il fait, c'est de voir si un débat est sain ou pas. Puis comme on va parler des questions de signes religieux, ben les gens vont avoir un carton dans la salle dès qu'il y a un inconfort. Si, mettons, il y a un propos qui va plus loin que juste un propos politique, mais qui frôle, par exemple, des propos qui sont racistes ou des propos qui sont... Les débordements. Débordements, parfait. Dès que ça déborde, les gens vont pouvoir lever leur carton. Moi, je suis en avant, je compte les cartons. Et si je vois de l'inconfort, et étant donné aussi que je suis sensible à ces questions-là, on va pouvoir dire, wow, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Fait que c'est ça que je fais. Vous avez donné cette mécanique-là pour... Ouais, c'est la nouvelle... je suis la nouvelle gardienne senti. Là, ça commence. On est dans la porte. Je sais que tu es attendu. On en reparle de ça, OK? Oui, ça marche. Merci beaucoup. Mais penses-tu que ça a été instauré à cause du débat qu'il allait avoir sur les signes religieux? Selon moi, c'est quelque chose qui est bien établi à Québec solidaire, selon ce que j'ai compris. À ma connaissance, ça n'a été utilisé effectivement que lors du débat sur le port des signes religieux. Donc, je pense que ce qu'il voulait éviter, c'était les débordements au point de vue des propos racistes ou autres. Suite à ça, on a assisté à un discours de Sol et de Catherine Dorion sur l'indépendance. Oui, toi, quand t'as voir. À monter sur scène bientôt? Oui. Es-tu nerveux? Oui. Donc, c'est avec plaisir, en fait, et un grand honneur que je vous demande d'accueillir chaleureusement Sol Zanetti, députée du Solidaire, dans Jean Lesage et Catherine Dorion. D'ailleurs, je dois dire que le discours avait trouvé vraiment résonance auprès des membres. J'ai toujours douté, j'ai toujours eu quelques doutes sur la ferveur indépendantiste des militants de QS. Je peux te dire que ce soir-là, on a assisté quand même à une belle ferveur indépendantiste. Je suis en compagnie de Sol. Salut Sol. Salut Denis. Tu viens tout juste, tu sors de scène, tu viens juste rendre un discours sur l'indépendance. Comment tu qualifierais ton propos, ton discours? Ben, c'est un discours qu'on a élaboré avec Catherine. Et on l'a fait dans les derniers jours, mais c'est quelque chose qui
disons, marinait dans notre esprit depuis longtemps, dans nos cœurs. Là. Et l'objectif, c'est de nous renouer avec nous-mêmes, comme Québécois et indépendantistes. Là. Bon, on le sait, l'urgence climatique va bientôt se transformer en crise sociale mondiale, puis on sait déjà qu'à Québec solidaire, on va être là, on va être en plein dans le mosh pit, à pousser pour que ça se passe au Québec, puis que les mobilisations lèvent. Puis en pensant à ça, je me disais, c'est drôle, le mouvement pour le climat, c'est comme l'équivalent contemporain du mouvement anticolonialiste des années de la Révolution tranquille. À cette époque-là, partout à travers la planète, les peuples colonisés luttaient pour leur indépendance politique, puis au Québec, on s'inspirait directement d'eux. L'indépendantiste québécois prenait du galon en se liant avec l'international. La grande noirceur, tout à coup, était traversée de plein de craques de lumière. Puis les indépendantistes les plus radicaux de l'époque ne passaient pas leur temps sur Internet à traiter le monde de multiculturalistes vendus. Ils allaient s'entraîner en Algérie ou bien avec les Black Panthers aux États-Unis. Ils lisaient les penseurs africains ou latino-américains de la décolonisation. Ils rassemblaient leur communauté. Ils organisaient des mobilisations. Les indépendantistes les plus modérés ne préconisaient pas de mettre le projet sur le tapis pour ne pas effrayer personne ou de remettre le projet indépendantiste à plus tard quand ça reviendrait miraculeusement à la mode tout seul. Parce que il y a toute une génération qui n'a jamais vu la beauté du mouvement indépendantiste, qui n'est pas nécessairement allé sur YouTube voir des discours de Bourgault, de Lévesque dans le temps, tout ça, puis que ce qu'ils ont vu du mouvement indépendantiste, jusqu'ici, ça leur a pas plu, puis ils se reconnaissent pas là-dedans. Après l'élan 1995, on dirait que beaucoup d'indépendantistes ont cédé au désespoir et à la peur, à la crainte. Et ce faisant, le mouvement a perdu en beauté, il s'est comme terni. Il est devenu un peu épeurant pour certains par moments. Mais notre défi aujourd'hui, c'est de faire reculer la peur, de semer l'espoir et de redonner toute sa beauté et sa grandeur à ce désir d'appartenance et de liberté-là. L'identité, le sentiment d'appartenance, c'est un besoin fondamental de l'être humain. C'est super important. La fierté d'appartenir à un groupe, c'est une joie universelle et il n'y a rien de malsain là-dedans. Nous tous ici, nous sommes fiers d'appartenir à Québec solidaire, ce parti-mouvement qui va transformer le Québec. On trouve ça beau, on a raison. Notre projet nous unit. Un peuple, c'est pas quelque chose de statique. Un peuple, c'est pas du monde tout pareil. C'est du monde tout ensemble. Et pour se rassembler, ça nous prend deux choses, une vision commune et des projets collectifs. Alors inversement, notre principale arme à nous, ça va être quoi? Ça va être l'acceptation, le lien, la fierté d'être ce qu'on est individuellement et collectivement. On va créer du lien, on va créer du peuple, on va développer entre nous un sentiment d'appartenance tellement fort que personne ne pourra l'acheter ni le salir aux nouvelles. Et là, avec les pouvoirs d'un pays libre, on pourra s'inspirer des idées les plus prometteuses de la nouvelle gauche américaine et européenne qui imaginent déjà des mesures radicales pour affaiblir le pouvoir de la finance, pour redonner l'économie au peuple. C'est aussi ça l'indépendance du Québec. La façon dont vous avez amené la réalité de la colonisation, qui est une colonisation au-delà d'une présence ou de l'occupation de territoire, mais aussi de l'occupation de nos cerveaux. Oui, de nos esprits, de la culture. Tu sais, on jazz un peu le concept. Disons, philosophiquement, on pourrait dire qu'on l'élargit pas mal, le concept de colonisation, mais c'est au sens figuré. Il y a de la colonisation dans nos esprits. Tu sais, il y a de l'occupation de ce que nous sommes et de l'appropriation de ce que nous sommes, tu sais, qui nous détourne de nous-mêmes. C'est au sens figuré de la colonisation. Quand ils dépeignent comme des violents, des autochtones qui bloquent une route pour protéger contre un autre projet destructeur le territoire qu'ils aiment, il y a colonisation. Quand des chroniqueurs raillent à la télévision des dizaines de milliers de jeunes qui s'organisent et se mobilisent pour changer le monde, quand ils les ridiculisent à des émissions où on ne les invite jamais, il y a colonisation. Quand un ministre de l'Agriculture dit que c'est difficile de faire des bonnes politiques parce que Monsanto est plus puissant que le gouvernement, il y a colonisation. Quand on parle d'indépendance du Québec et qu'on nous rit au nez en nous traitant de licorne parce qu'on veut reprendre en main notre principal outil contre le néolibéralisme, il y a colonisation. Dimanche,
tu vas te partir d'ici, tu vas faire le bilan. C'est quoi qui ferait que tu te dirais mission accomplie? Je pense que le défi, bon, pour tout le monde, pour l'ensemble du peuple québécois, là, c'est l'unité, être unis autour de projets. Laisser de côté les projets qui nous divisent, s'investir à fond dans ce qui est vraiment, dans ce qui nous rassemble. Ce serait de finir la fin de semaine rassemblée, tu sais, autour d'une volonté de se libérer à tous les niveaux. Est-ce que tu penses que c'est possible, dans le cadre de ce débat-là, de s'unir et d'être indépendantiste? Ah ouais. Oui, vraiment. Mais il faut se parler, il faut se comprendre, tu sais. Faut que... C'est parce que des fois, mettons, quand on reste de notre bord à lire des chroniqueurs qui veulent cliver, là, tu sais, la chronique, c'est que si tu fais plus de clics, si tu clives, tu vas faire plus de clics. Fait que des fois, il y a comme un intérêt à faire ça. Puis quand tu fais juste te faire une idée à partir de ça, sans jamais aller à la rencontre vraiment, à la vraie discussion vers l'autre, ben là, c'est divisif. Mais sinon, c'est pas un sujet sur lequel il est impossible de se rassembler. Mais il faut se parler, il faut aller voir l'autre, il faut écouter, être sensible, se mettre à la place des autres. Dans ceux qu'on entendait qui reniflaient parce qu'il est très ému, pendant votre discours, il y avait Cybèle. Oui, mon nom est Cybèle Ataogoul. Je suis membre de la commission politique et de l'association de Merci. Qui est issue d'une immigration de première génération. Et qui me disait ça, elle me disait, je suis contente d'entendre ce discours-là parce que j'ai enfin quelque chose pour me retourner vers les autres immigrants de première génération et de les inviter à venir faire un pays avec nous. Ah, c'est bien beau ça, maudit, je suis content. C'est ça qu'on voulait faire. C'est ça mon objectif de la fin de semaine. Je pense que c'est la réponse, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est ça mon objectif de la fin de semaine. On en reparle, OK? Je vais revenir, je vais me permettre de venir te déranger ou François va venir te déranger peut-être pendant le week-end. Excellent. Oui, mon nom est Cybèle Ataogoul. Je suis membre de la commission politique et de l'association de Merci. J'ai émigré quand j'avais 9 ans et demi de la Turquie. Je ne parlais ni le français ni l'anglais. Puis on est déménagé à Montréal. Puis j'ai été vraiment... Je veux dire, quand on a déménagé dans Rosemont, on est arrivé dans Rosemont, je parlais ni le français ni l'anglais. Puis la première journée, je suis allée dans le parc jouer. Et tout ce que je me rappelle, c'est que les enfants me demandaient si je parlais français ou anglais. Je me rappelle de ces mots-là. J'avais appris à dire non à ça. Et après, j'ai dit non. Ils ont commencé à jouer avec moi et ma sœur comme si rien n'était. Puis ça, pour moi, ça a été mon expérience d'intégration première. Puis j'ai juste trouvé que c'est vraiment une terre d'accueil. Pour moi, était exceptionnelle. Et malgré les tensions qui arrivent parfois, j'ai vraiment trouvé que le Québec était vraiment une place où on pouvait se réaliser. Donc, il y avait cette militante, Cybèle Ataogoul, qui était, qui s'adonne qui était aussi la porte-parole de l'option B. Fait que Denis, je t'entends parler de plusieurs options qui allaient être votées à propos du port des signes religieux par les employés de l'État. Est-ce que tu peux me parler un peu des deux options qui étaient proposées? Il y avait deux options, effectivement, qui étaient soumises au vote. On avait l'option A, qui était de maintenir la position de Québec solidaire sur le compromis Bouchard-Taylor. Ils l'ont toujours appelé comme ça, le compromis Bouchard-Taylor. Et il y avait l'option B, qui était de donner une liberté complète aux employés de l'État pour ce qui est des ports de signes religieux dans leur milieu de travail. Fait qu'on va y faire référence à plusieurs reprises durant le podcast. On se souvient, l'option A, c'est Bouchard-Taylor. L'option B, c'est la liberté de porter les signes religieux de son choix pour les employés de l'État. Bien, évidemment, moi, je suis ici surtout pour défendre la position de la commission politique et ma position sur l'option B. J'aimerais ça qu'on vote contre l'interdiction des signes religieux et je pense que si on accomplit ça, je vais être très contente parce que je pense qu'on va pouvoir offrir un projet de société cohérent et inclusif aux communautés culturelles dont je fais partie. Je suis une immigrante de première génération et je crois dans ce projet de société d'un pays québécois. Puis j'ai hâte de présenter ça à des gens dans des communautés comme moi pour dire, nous, on juge pas ce que vous portez, on juge ce que vous faites, ce que vous pensez. Fait que j'ai hâte d'accomplir ça puis retourner à Montréal avec ça entre les mains. Il y a des immigrants pour l'indépendance? Oui, il y en a plein, puis je pense que ce qui les guette en ce moment, c'est toute cette notion d'inclusion. Et j'aime pas l'idée qu'on relie cette exclusion-là, cette discrimination avec les valeurs québécoises, comme François Legault essaie de le faire. Fait que j'aimerais qu'on puisse leur rectifier le tir pour dire que le Québec indépendant va être un Québec inclusif. Ben, merci beaucoup, Cybèle. Écoute, ça se pourrait... C'est quoi ton nom? Denis Martel. Denis Martel, enchanté. Suite à ça, j'ai aussi remarqué la présence de Andrés Fontecilla. C'est là que j'ai appris que lui-même était pour l'option A. J'étais aussi curieux de l'entendre sur sa propre ferveur indépendantiste.
Andrés, dimanche, on est au Conseil national. Dimanche, lorsque tout ça sera terminé, c'est quoi que tu pourrais te dire qui ferait que tu dirais mission accomplie? Mission accomplie, qu'est-ce que je... belle question. Je vais être satisfait en disant que on a fait un gros débat. Un débat très poignant parce que ça a fait appel à une vision du monde portée par chacun, à des principes, etc., où tout le monde tient à sa vision. Mais il y a une vision qui va l'emporter. Mais au fond, là, ce n'est pas si important que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Ça a été dit ce soir. Ce n'est pas un point de détail non plus. Mais on va se dire, bon, il y a telle position qui l'a emporté, ok. On va travailler dans ce sens-là. Et si on sort dans un état d'esprit d'unité, c'est ça qui va faire mon bonheur. Qu'est-ce que tu cherches? L'unité avant tout? Évidemment, parce que c'est l'unité qui nous permet d'aller plus loin. Là. J'ai eu l'occasion de parler à plusieurs personnes, puis je ne réussis à parler que des gens qui croient en l'option B. Toi-même, est-ce que tu portes une option? Moi-même, je t'avoue que je trouve que les deux positions sont très solides, se tiennent sur des principes philosophiques, principes de base là, qui sont solides. Là. Je t'avoue que je me sens à l'aise de travailler pour les deux options. J'ai souvent défendu, parce que c'est la position qu'on porte depuis quelques années, là, la position, disons, l'option A, Bouchard-Taylor. Et bon, c'est peut-être j'ai appris tellement à la défendre que c'est là-dedans que je me retrouve le plus, mais je vais défendre tout aussi bien l'option B, parce qu'elle se tient là. Parce qu'effectivement, il y a une question de liberté individuelle qu'il faut mettre de l'avant aussi. Là. Est-ce que tu étais présent pendant le discours de Catherine? Oui. Trouvé? C'était très original. On voit l'apport de ces deux personnes-là et aussi l'apport, culturel, politico-culturel qui vient d'Option nationale, on va se le dire. Mais c'est comme ça qu'on a construit la gauche. Il y a quelques années, l'UFP et Option citoyenne, chacun portait une tradition culturelle, une façon, une certaine patine, un certain discours qui se rejoignait, mais qui était différent, mais qui, une fois fusionné, a donné quelque chose qui est plus que l'addition de ces partis. Maintenant, je constate la même chose avec Option nationale. L'apport d'Option nationale, et ces deux personnes-là magnifiques avec qui je travaille quotidiennement, Sol et Catherine, mais ça apporte un plus au parti. Et c'est très poétique, on avait besoin de ça, je pense. Cette ferveur indépendantiste-là, est-ce qu'elle est partagée? Toi-même, est-ce que tu la partages? Oui, je la partage. Et je la partage. Et là, avec eux, j'apprends à la partager. Moi, je suis venu à l'indépendance par un cheminement très rationnel. Mais avec eux, j'apprends le cheminement émotif. Et ça prend les deux. Comme dans toute chose dans la vie, ça prend le cerveau puis le cœur. Fait que tu disais déjà sentir le vent tourner vers l'option B, puis que l'idée était déjà jetée. Les gens qui parlaient de l'option A, est-ce que tu les voyais avec leurs mines abattues, ou ils étaient plutôt prêts à la défendre, ou il y avait de l'incertitude? Toute la soirée, j'avais du mal à trouver des porte-paroles et des gens pour me parler de l'option A. On sentait très bien que l'option B était l'option préférée par les membres et qui, à mon point de vue, là, je commençais déjà à sentir, si vous m'aviez demandé de parier sur une option dès le vendredi soir, j'aurais parié sur l'option B sans hésiter. Ce qui m'a apparu évident, comme je te disais tantôt, c'est que les membres avaient un réel désir de se distinguer de la CAQ en s'éloignant de leur position le plus possible. C'est d'ailleurs une réalité qui m'a marqué tout au long du Conseil national sur tous les autres sujets, comme si cet esprit de barrage politique-là qui était la thématique pour l'environnement, allait s'appliquer maintenant sur absolument tous les sujets. Comme si Québec solidaire allait se camper dans une opposition systématique. Est-ce qu'on parlait des autres partis aussi, ou c'était vraiment juste la CAQ?
C'est une question super intéressante parce que c'est un autre élément qui m'a frappé. C'est que quand on parlait des partis en général, on parlait de la CAQ, on parlait de ces gens-là. Quand on disait ces gens-là, on parlait des gens de la CAQ. Et pour le reste, on disait « et les deux autres vieux partis ». L'axe indépendantiste fédéraliste ne semble plus vraiment être porteur. L'axe qui vraiment prend sa place, et pour les membres de QS, c'est très évident, c'est l'axe gauche-droite. Salut Frédéric. Frédéric, dénommé, c'est ancien d'Option nationale maintenant. Toujours Option nationale. Toujours Option nationale, ah oui? Ben, c'est-à-dire le collectif existe encore à l'intérieur de Québec solidaire. On est un collectif comme plusieurs autres. On tient encore des réunions. On a plusieurs centaines de membres dont on tient la trace. Parce un collectif, ça a été négocié dans l'entente de fusion. Un collectif, c'est une structure vraiment officielle à l'intérieur de Québec solidaire. Il y a des collectifs, par exemple, famille, collectif agriculture, collectif... Puis là, il y a un collectif Option nationale. Ben, on est probablement le plus gros nécessairement par défaut là, du nombre de membres qui ont été transférés avec la fusion, oui. Toi, là, à partir de dimanche, quand tu vas tout ce conseil national-là va être derrière toi, c'est quoi qui ferait que tu te dirais mission accomplie? Ben là, nous, ceux qui poussent pour l'option B, c'est parce que c'est en ligne avec nos valeurs fondamentales. On pratique l'inclusion, le féminisme, puis bon, à date, quand les gens argumentent pour l'option B, c'est de dire qu'il faut respecter nos valeurs fondamentales. Je pense que puis d'autant plus avec le projet de loi que la CAQ vient de mettre sur la table, je pense qu'on veut se positionner comme étant la vraie opposition, autant au niveau environnemental que pour ce qui est de protéger les minorités. Puis je pense que ça va nous aider à faire un grand pas en avant, puis qu'on va réussir à bien l'expliquer par la suite. C'est ce que je sens beaucoup là, à travers les différentes discussions auxquelles j'ai la chance d'assister, ceux qui aussi acceptent de me parler. Je sens qu'on est en train de se donner une position qui va nous permettre d'avoir une réelle distinction avec la CAQ et de pouvoir faire barrage à tout point de vue. Est-ce que c'est aussi ton impression? Ben un peu. C'est sûr qu'en atelier, justement, on vient d'en discuter beaucoup. Il y a plusieurs qui parlent que c'est stratégique, mais en même temps, on insiste beaucoup qu'on espère que les gens vont voter selon ce qu'ils ressentent fondamentalement, parce que le faire simplement pour la stratégie, ce ne sera pas très gagnant non plus à long terme. Nous, on espère que c'est une position qui va refléter vraiment les valeurs fondamentales de nos membres. Tout de suite après ma discussion avec Frédéric, on sentait bien, là, en fait, on était un petit peu à la presse. Le vote était à veille de se tenir en plénière. Et juste comme je viens pour entrer dans la salle de plénière, j'ai Ruba Gazal qui m'arrive à 2 minutes du vote et qui me propose une entrevue. Bonjour, Ruba Gazal. Bonjour. Qu'est-ce qui ferait demain, lorsque le CN va être derrière toi, qui ferait que tu dirais mission accomplie? La chose la plus importante, puis je pense que ça va bien jusqu'à maintenant, il y a eu des ateliers, c'est que ça se fasse, c'est-à-dire tout le monde se rallie puis dise, regardez, on a pris position là-dessus. Ce n'est pas le sujet le plus fondamental à Québec solidaire, c'est pas la crise de la laïcité, c'est la crise climatique, puis qu'on va se concentrer durant toute cette année-là à mener ce combat-là contre un gouvernement qui ne veut pas reconnaître qu'il y a une crise climatique, ou en tout cas qu'il le reconnaît mais qui n'agit pas. Là, j'ai l'impression que l'option B va passer. Oui, moi aussi, je pense ça. Honnêtement, moi, je suis sortie pour l'option A, qui était la position historique, si on veut, de Québec solidaire. Ça veut dire depuis 2007, là, depuis 2008, depuis que le rapport Bouchard-Taylor est sorti, puis plus tard, quand il y a eu toute la crise de la charte, c'était comme une position de compromis. À la fin de ce CNC, c'est pas cette position-là qui gagne. À l'Assemblée nationale, il y aura plus personne. En fait, le compromis va disparaître. Il y aura plus personne qui va le défendre. Mais c'est pas une position comme, pour moi, par exemple, personnellement, de principe d'être contre toute interdiction. Moi, je suis pas mal à l'aise d'être contre toute interdiction. Ça, je suis pas mal à l'aise. Là, vous allez être appelé à défendre ce qui va se dire ici aujourd'hui. Oui, absolument. Fait que c'est pas une position de principe. Ça aurait été bien d'avoir une position de compromis au Québec. C'est ce à quoi j'ai appelé, mais c'est pas, je me suis pas battue, j'ai pas fait de campagne là, pour qu'on maintienne Bouchard-Taylor. Je comprends qu'il y a aussi un débat générationnel et le membership de Québec solidaire est très jeune et c'est beaucoup rajeuni à travers l'époque. Et eux autres, si
on veut, c'est pas vraiment un débat de société. Eux, ce qui leur fait peur, pourquoi les jeunes sortent dans la rue, là, la peur au ventre pour leur avenir, c'est pas pour que quelqu'un qui porte un signe religieux dans un bureau, dans la fonction publique, eux autres, ce qui leur fait peur, c'est toute la crise climatique, puis l'appel urgent des scientifiques du GIEC qui nous disent 2020, là, faut mettre un coup de barre, là, les décideurs, pour pouvoir atteindre nos objectifs pour 2030, 2050, puis éviter un réchauffement climatique qui va être catastrophique pour la planète. Ça, c'est le combat le plus important. Donc, c'est ça que ton combat qui va faire? Oui, Parce que vous avez un truc là-dessus demain, hein, sur l'environnement? Oui, exactement, parce qu'on a commencé une campagne, on a lancé ça cette semaine. On appelle ça l'ultimatum 2020. Si le gouvernement n'agit pas réellement d'ici le 1er octobre 2020, ben nous, on va faire ce qu'on appelle un barrage politique et on a besoin aussi de l'appui de la rue pour ça. Puis les jeunes sont pressants dans la rue. Il y a même des jeunes chaque vendredi qui font un sit-in. Hier, on était avec eux, les députés solidaires. C'est extraordinaire de voir ça. Puis c'est ça le combat de Québec solidaire. C'est ça, c'est pas diviser la société, c'est qu'on soit tous ensemble pour l'urgence climatique. 2 dernières choses, puis je te laisse aller parce que là, ça commence bientôt. Il y a beaucoup de jeunes. Oui. On dit qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes au PQ, on dit qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes, mais c'est quelque chose qu'on sent en politique en général. Mais là, on arrive ici, puis il y a plein de jeunes. Québec solidaire aurait trouvé la recette pour engager, pour que les jeunes s'engagent en politique? Bien, je te dirais que ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que c'est sûr que l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois, là, quand il est venu en politique, ça a amené beaucoup de jeunes parce qu'il était un des porteurs là, de toute la 2012, là, le printemps érable. Fait que c'est sûr que ça a amené des jeunes, puis ça a amené des préoccupations de jeunes. L'environnement, c'est pas la première fois qu'on en parle. Là. C'est pas le 1er octobre. Là. C'est-à-dire, c'est pas dans la campagne électorale récemment qu'on a découvert ça. Donc, c'est dans les enjeux. Ça fait partie des enjeux importants qui touchent la jeunesse, parce qu'on est souvent à Québec solidaire à l'avant-garde. Moi, je me rappelle quand on parlait d'avoir des candidatures 50-50 femmes-hommes, on avait l'air en 2007, dans notre première campagne électorale, d'une gang d'illuminés. Aujourd'hui, tout le monde en parle. OK, fait que là, ça, c'était tout juste avant la plénière. Fait que j'imagine que ce qui suit, ça doit être la plénière. Après, vas-y, direct en 45-46, là, c'est débat de la plénière. OK. Alors, l'option B, donc, les personnes qui sont avec les amendements intégrés, les personnes qui sont pour, vous levez vos cartes, s'il vous plaît. Merci. Les contre? Merci. Les abstentions? Merci. C'est adopté à la majorité. Écoute, les gens se félicitaient, ça se tapait dans les mains, ça se tapait sur l'épaule, les gens exprimaient leur bonheur que que l'option B aille passer. Et cette réalité-là, cette fête-là, de fêter la victoire de l'option B, c'est une réalité qui s'est poursuivie jusqu'au samedi après-midi. Mais oui, effectivement, je suis tombé sur Rabat-Hula que Andrés m'avait présenté. On se rappelle, c'est le porteur de l'option A. Tout de suite après le vote, voici ce que ça a donné. Comment tu reçois la décision? Évidemment, vous comprendrez que je sois déçu. Je suis très déçu. J'aurais aimé que Québec solidaire adopte l'option A, qui est celle qui garantit qu'il puisse jouer un rôle important dans le débat public. Les délégués de notre parti ont décidé autrement. Je respecte la décision. Ils sont souverains.
Donc l'option B ne permet pas de parler à l'ensemble de la population québécoise, ce qu'aurait permis l'option A et le compromis Bouchard-Taylor. Il y a des inquiétudes qui sont exprimées par la majorité de la population, notamment la majorité francophone. Moi, je pense qu'il faut tenir compte, il faut rassurer. C'est en rassurant et en faisant l'apprentissage de la diversité qu'on va parvenir à la construction d'une société réellement inclusive. Ça fait des années que je milite pour sortir de cette polarisation au niveau de la société. Ça existe depuis 12 ans, je l'ai dit tout à l'heure à la plénière, je n'ai connu, moi qui suis arrivé au Québec en 2006, je n'ai pas connu de campagne électorale où on n'a pas parlé de ces questions-là, où on n'a pas stigmatisé des populations, des minorités. Moi, j'ai lancé un appel pour qu'on sorte de cette polarisation, mais apparemment, il y a un choix. Peut-être que ça va quand même continuer à permettre à Québec solidaire de jouer pleinement son rôle. Merci beaucoup. Merci à vous. Sybelle, on s'est parlé hier, c'était la veille du vote. Maintenant, le vote, c'est fait. Oui. Vous avez gagné votre point. Comment vous l'avez travaillé? Mais en fait, ça a été vraiment très organique de la base. On n'est pas parti avec un plan de match initial. C'était vraiment des militantes et des militants qui voulaient vraiment clarifier ce point-là. Puis on s'est comme retrouvés sur les réseaux sociaux. On a commencé à aller à des événements, à nous présenter à nos assemblées. Donc je pense pour ça que ça a bien marché parce que c'était vraiment à partir de la base. Mais honnêtement, ce que j'ai découvert en mobilisant, en parlant avec les gens, c'est que nos militantes et militants étaient déjà rendus là dans leur réflexion, surtout en région. Donc, ça m'a ouvert les yeux aussi de voir que c'était pas une position montréalaise. Il y a beaucoup de régions comme Rouyn-Noranda où j'ai pas été, mais ils sont venus avec une position forte en faveur de B. On a ce préjugé-là, on parle souvent des régions qui seraient fermées. Absolument, ou que Montréal aurait une position. Puis je pense que ce qu'on voit dans Québec solidaire, c'est qu'on a vraiment des positions quand même unies à travers le parti. Je te remercie beaucoup. Bravo pour ton vote. Je suis tellement contente. Je jubile. C'est bon. Tout le long du week-end, je voulais avoir Vincent Marissal. Et soudainement, sort de la salle de plénière Vincent Marissal qui se dirige directement sur moi et qui m'offre de me parler. Ce qui m'a marqué de l'entrevue avec Vincent Marissal, c'est que j'ai clairement compris qu'il était un tenant et un défenseur de l'option B. Il était très content que l'option B ait passé et c'est le premier et le seul du week-end qui a mentionné le Parti québécois. C'est le seul qui a ramené cette victoire-là comme étant une victoire sur la Charte des valeurs. Un dossier chaud qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a empoisonné un peu la vie des Québécois, des Québécoises, je trouve, depuis une douzaine d'années, parce que malheureusement, c'est souvent un débat qui a déraillé, qui a été fait de la mauvaise façon, avec les mauvais termes, avec les mauvaises intentions aussi. Moi, je suis très fier de ce qu'on a voté aujourd'hui, mais je suis surtout très fier de la façon dont ça s'est fait. On aurait donc les outils, Québec solidaire aurait les outils actuellement pour assainir le débat. Ben, je le souhaite. En tout cas, on l'a fait le débat de façon saine, de façon sereine. C'était pas facile pour les gens dont l'option A n'a pas été retenue, mais il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu d'atermoiement. Il y a eu un débat démocratique. Puis, tant mieux. Moi, je souhaite qu'on assainisse le débat, que ça va être difficile avec le projet de loi que la CAQ vient de déposer. Là. Ben, c'est ça. Et en tout cas, moi, je pense qu'on va être du bon côté de l'histoire. Parce qu'il va y avoir une suite à ça. Tu as dit du bon côté de l'histoire? Du bon côté de l'histoire, oui, de notre nation. Parce qu'il y a des moments charnières comme ça où il faut prendre des décisions. Et là, on vient de prendre une décision qui nous met dans le camp de l'ouverture et non pas dans le camp de la fermeture. Puis, moi, j'ai toujours trouvé très dangereux de jouer avec ça. C'est des fioles de nitroglycérine sociale, ça. J'ai détesté le projet de loi de la Charte du PQ. C'est une des raisons même pour lesquelles j'ai décidé de me lancer en politique. Parce que je peux pas supporter ce genre de fermeture à l'autre. Puis je pense que
on a fait un choix, oui, stratégique, parce qu'on fait toujours de la stratégie en politique, là, mais on a surtout fait un choix courageux. Ça vous positionne vraiment comme opposition au projet de la CAQ. Oui. De cette façon-là, comment tu vois que ça va contribuer justement à assainir? Ben moi, je préfère être en opposition à la CAQ, en particulier sur ce débat-là, qu'être collé à la CAQ. Les partis de l'opposition, il y en a au moins un là, qui va se coller sur la CAQ en tout ou en partie là-dessus. Et je pense pas que ça aurait été sain pour un parti comme Québec solidaire de participer à un mécanisme ou à des mécanismes d'exclusion, parce qu'à la fin, c'est ça que ça fait. Donc, vous vous sentez plus en cohérence avec les positions du parti? Oui, avec les valeurs du parti aussi. Tu sais, d'ailleurs, je pense que c'était assez clair dans la salle que c'était largement majoritaire. Alors, honnêtement, moi, depuis hier soir que je me promène, je parlais des militants, je parlais à plein de monde, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui était pour l'option A. Donc, je suis pas vraiment surpris Bravo. De ce qui se passe aujourd'hui. Puis ceux à qui j'ai parlé, qui avaient défendu l'option A, sont très sereins. Mais j'ai des collègues députés qui étaient plutôt favorables à l'option A. On me dit que le caucus c'était à 50-50. C'était à peu près 50-50 avec des positions parfois moins campées. Mais moi, j'avais des collègues, option A. On a parlé au caucus, il n'y a personne qui a levé le ton, même pas. Là. On a fait ça de façon très sereine. C'était très paisible et intellectuellement relevé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur des scénarios qui vient de ressortir là. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir. Rappelle-moi ton nom. Moi, c'est Denis. Denis. OK. Super. Oui, allô? Oui, François. Salut. Salut, comment tu vas? Comment ça va, toi? Oui, pas pire. C'est une grosse matinée, je suis un peu fatigué. C'est demandant, c'est aussi demandant que la dernière fois. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, là? Là, il y a eu le vote ce matin sur le port des signes religieux. Puis, donc, c'est sans trop de surprise là, que c'est l'option B qui a passé. C'est l'option là, qui, pour eux, ils se positionnent vraiment. Tu l'entends? As-tu une petite commotion? Non, il n'y a pas de commotion. En fait, je te dirais qu'il y a zéro surprise. Depuis hier soir, je le sentais, c'est ce qui s'en venait. Là. Fait que c'est effectivement ce qui s'est passé à un point tel qu'à un moment donné, j'entendais même des militants dire que le débat était inutile. Là. Donc, tout le monde, on sentait très bien. Ouais, on sentait très bien que c'est ça qui s'en venait. Cela dit, c'est resté intéressant. Puis sûr, il y avait les quelques défenseurs de l'option A qui étaient de rester au statu quo de ce qui avait déjà été donné par l'aile parlementaire. Sont très, très zen avec ça. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils vont bien se relever. Ils vont bien poursuivre avec ça. Cela dit, tu sais, ça les positionne comme vraiment en opposition avec de la CAQ. Là. Parce que c'est. Puis aussi avec une majorité de Québécois dans les derniers sondages. Là. Ouais, tu sais, le volet stratégique a été discuté autant que le volet, tu sais, respect des valeurs du parti. Puis c'est sûr que autres, ils ont choisi la cohérence avec les valeurs du parti. C'est ce qu'on entend le plus. Puis ensuite, j'ai parlé à plusieurs militants. Puis j'ai parlé aussi à Manon Massé, qui, elle, nous a donné un rendez-vous à 14h45. Je m'en viens. Je sais pas si je vais être encore là, fait que je vais peut-être te passer la POC pour ce volet-là. Je vais te transmettre tous les contacts pour les gens. Ils sont très bien organisés, puis ils s'occupent très, très bien de nous. On a beaucoup d'accès. Et je pense que tu vas apprécier ton après-midi. Fait que je t'attends. Au saut que tu arrives, fais-moi signe. Je vais aller te. Je suis en route. Ouais. Moi, je te rejoins à la table des médias. Bye. Parfait. Bye. Et d'autre part, le grand enjeu, en fait, c'est de déterminer dans quelle mesure les arguments qui sont avancés sont raisonnables. Fait qu'on... T'assurer d'être là, ça va être intéressant. Fait que, comment t'as trouvé ça? C'est quoi l'ambiance? C'est-tu ta première instance pas péquiste, là? Oui. Okay. Première c'est ça que je redoute ou j'ai hâte de découvrir un peu, là. Ça se ressemble, c'est sûr, là. Mais c'est plus, je te dirais que c'est un peu plus relax. Pour te donner un exemple là, de ce qui est de ce qui
marqué hier quand j'étais arrivé. La personne qui présidait l'Assemblée était très relaxe. D'emblée, tout le monde s'est entendu pour reporter les éléments reliés au budget, tout ce qui parlait d'argent. Quelqu'un faisait remarquer à côté de moi que ça faisait 5 conseils en ligne qui reportaient. Ouais. Fait que c'est plus relax. C'est plus relax. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de... Savais-tu que leur instance, ils ont le droit jusqu'à 7 délégués en fonction du nombre de personnes qui militent dans la région? 7 délégués par... Puis c'est ça, c'est une autre affaire, ça. Par circonscription, dans un cas, ou sinon par région. Parce qu'il y a des régions où il n'y a pas assez de militants pour créer des exécutifs de circonscription qui envoient ça par région. Fait que, par exemple, la façon qu'ils travaillent, ça veut dire que c'est sûr que Montréal est surreprésenté. Parce qu'il y a beaucoup plus de délégués dans les circonscriptions qui sont capables de garnir leur poste. Fait que c'est comme la géométrie variable. Ça, est-ce que c'est quand même une option super intéressante? Moi, je trouve ça plate pour la représentation. Parce que comme je te Montréal, dis, puis tout aimé ça sur représenter Montréal. C'est sûr que dans leur état actuel, bien que c'est un parti de plus en plus populaire, tu vas le voir, là, on me disait ce matin, je parlais avec quelqu'un qui est sur le conseil, sur le politburo, lui-même s'est présenté comme ça, Frédéric, il s'est présenté en disant je suis sur le politburo. Il me disait qu'il était rendu à maintenant 20 000 membres. Puis je te dirais, tu vas voir, c'est jeune, puis c'est des membres qui semblent là vraiment pour militer. Là. Des membres, ça me semble être des membres actifs. Là. Puis c'est jeune, puis vraiment, c'est des gens qui ont envie de militer. T'sais. Comme je parlais tantôt à Cybelle, qui est la porte-parole du plan B. Puis je lui ai demandé vraiment sur l'aspect tactique. Comment vous l'avez travaillé? Ben, c'est sur les médias sociaux. On a tout fait, on a mobilisé à travers les médias sociaux, on s'est parlé à travers les médias sociaux. Puis j'ai dit, coudonc, c'est vraiment efficace, on a quasiment eu un vote unanime. Mais je pense que le parti était rendu là. C'est au-delà de ce qu'on fait. Je pense que c'est pas juste la tactique, mais sur le fond, ils l'assument vraiment. Ils l'assument, mais écoute, ce que j'ai senti, c'est qu'ils sont vraiment décidés à être l'opposition de la CAQ. Parce que les mots que j'ai le plus entendus ce matin, c'est ils se définissent beaucoup en opposition de la CAQ. Ils sont en train de chercher un vrai clivage gauche-droite. On n'entend pas beaucoup parler du PLQ en ce moment? Non. Je sais pas si c'est ma perception de Montréal, toi? Eux autres, il y en était nullement question de toute la matinée et de la soirée d'hier, puis tu vas le vivre, là, tu vas le voir. Il n'y a personne qui parle du PLQ, le PLQ fait peur à personne. Mike. Sont-tu beaucoup? Ils ont 300 kicks. Le matin, c'était jam pack. Ça manquait de chaises, il y avait du monde partout. C'est petit, le cégep pour ça. Oui, ils attendaient 280 personnes, ils ont 326 places. Puis il y avait plus de monde que ça. Mais les journalistes étaient très, très présents. Fait que tu vois que le sujet de la laïcité. Oh oui, hier, on était 4 médias. Aujourd'hui, c'est jam pack. Toute la section de médias était remplie. Il y a plusieurs postes de montage dans la salle média. Ça, c'est un autre élément qui est intéressant à faire découvrir au monde. Là, c'est le volet médiatique. Fait que... allons-y. Ouais. Je veux découvrir ça. Oui. Fait que là, François, t'arrives sur place avec déjà les préconceptions dont Denis t'a parlé. Oui. Ça ressemblait à quoi l'ambiance quand t'es arrivé? Est-ce qu'il y a quoi que ça qui t'a frappé par rapport à tes expériences précédentes? C'est sûr que physiquement, de quoi ça avait l'air, c'est différent et plus artisanal qu'un conseil national du Parti libéral ou des vieux partis du Parti québécois aussi. C'est quoi le premier événement dont tu as été témoin rendu là-bas? Dans la salle des médias, on s'est installé et tout de suite, c'était la conférence de presse de Manon Massé et de Gabriel Nadeau-Dubois à la sortie de ce vote sur les signes religieux. Et j'entre dans la salle de la conférence de presse. La salle est relativement bondée pour sa grandeur et Manon et Gabriel sont en train d'expliquer la position de Québec solidaire et ça semble laborieux. Madame Massé, est-ce que la CAQ, avec ce que vous avez voté aujourd'hui, est raciste? Est-ce que la CAQ est raciste? Si vous faites référence à l'intervention qui a été faite? Non, la CAQ n'est pas raciste. Là. C'est ça que vous voulez m'entendre dire. Je vais vous le dire. Je l'ai déjà dit, je vais continuer de le dire. Alors, je crois pas... Est-ce que vous deveniez l'opposition officielle à ce moment-là face au gouvernement sur cette question? Mais je pense qu'on va clairement se positionner.
clairement se positionner. Notre position, elle est là, elle est claire. Et oui, je pense que nous sommes l'opposition officielle sur cette question-là. Madame Mancé, est-ce que le vote de ce matin est quand même pas un blâme à l'endroit de l'aide parlementaire? Parce que ma compréhension du programme du parti, c'est exactement ce que les militants ont adopté aujourd'hui, c'est-à-dire pas d'interdiction des signes religieux. C'est ça qui était inscrit dans le programme. Et pendant des années, vous avez tenu une position autre à l'Assemblée nationale. Oui, bien, on ne s'est pas caché que l'interprétation, qu'aujourd'hui, ce qu'on faisait, c'est qu'on clarifiait l'interprétation. Et d'ailleurs, ce n'était pas seulement l'aide parlementaire. Je pense que l'ensemble de la direction de Québec solidaire avait assumé qu'à l'époque, et il faut s'y remettre, ce qui nous apparaissait le compromis, et on n'a jamais dit que c'était notre position, on reconnaissait que c'était un compromis et que notre programme nous permettait d'aller dans le sens de ce compromis-là. Mais aujourd'hui, il ne tient plus. Il ne tient plus, il est déconstruit. M. Taylor aussi n'y est plus. Alors, je pense que nos membres, ce qu'ils sont venus dire aujourd'hui, c'est, dans le fond, l'interdiction. Maintenant, on a les coups des franges et on va aller jusqu'au bout. Je me permets quand même juste une précision là-dessus, parce que sur le caucus, là, il y avait dans le caucus différentes positions, puis d'ailleurs, on a fait ça, les portes grandes ouvertes, hein, les députés ont même signé des lettres ouvertes dans les journaux pour exposer leur position, donc nous, on ne s'est jamais caché du fait qu'au sein même du caucus, c'était une discussion qui existait, et donc, il n'y a pas de désaveu ici, là, de l'aile parlementaire, parce que l'aile parlementaire elle-même a eu ce débat-là, et c'est pour ça qu'on a élargi le débat, qu'on voulait entendre nos membres sur cette question. Je pense qu'on est fiers de ça. On comprend le nouveau vote qui a lieu au sujet de la notion de visage découvert. Je veux bien comprendre la décision qui a été prise. Bien sûr. Est-ce qu'on doit comprendre qu'une femme qui porte le niqab ou la burqa peut exercer ses fonctions de commis à la SRQ, par exemple? En fait, ce que dit clairement, pour répondre à votre question directement, c'est-à-dire que l'employeur, parce que, rappelez-vous les derniers bouts de phrase, là, c'est qu'on peut restreindre, c'est ça qu'on dit là, on peut restreindre dans la mesure où ça, voyons, je recommence. On peut restreindre un vêtement pour les gens qui nous écoutent, un vêtement qui couvre le visage. On peut le restreindre dans la fonction publique dans la mesure où ça nuit à sa job, dans la mesure où il y a une question sécuritaire, dans la mesure où il y a du prosélytisme et dans la mesure où le devoir de réserve n'est pas contenu. Alors, est-ce que vous pourriez définir la personne, je vais terminer si vous permettez. Donc, par exemple, d'être en contact avec la population, ça nécessite qu'on puisse vous reconnaître. Il faut que je puisse savoir qui est derrière la personne qui me sert. Alors donc, l'employeur a des règles, des normes dans l'exercice des fonctions de ces travailleurs, travailleuses qui va permettre de restreindre, et c'est ce que dit notre proposition, le visage découvert. OK, donc quelqu'un qui n'est pas en contact direct avec un citoyen, un client, un usager, c'est correct. Ce que dit la proposition, c'est que c'est possible d'interdire des vêtements qui couvrent le visage. Et ce qui a été retiré par voie d'amendement, c'est l'idée que le critère permettant d'interdire, c'est le contact avec la population. Ce critère-là a été retiré parce que les gens jugeaient que ça créait de la confusion. Et le message que nous a envoyé le Conseil national, c'est que le critère n'est pas celui-là. Parce qu'on pourrait interdire le visage couvert pour d'autres raisons, notamment parce qu'entre collègues, on a besoin de s'identifier. Donc, c'est pas... par exemple, dans le cas d'une enseignante, je vais vous donner un exemple concret, dans le cas d'une enseignante, il est évident, ou d'un enseignant, il est évident qu'il faut savoir c'est qui la personne et que pour avoir une communication avec les élèves, il faut qu'on voit le visage. Donc là, il est évident que notre position, on dit, bien oui, on peut interdire un vêtement qui couvre le visage, par exemple pour un enseignant ou une enseignante. Je vous donne un exemple concret. Préposé service à la clientèle résidérante. On ne fera pas la liste. Aujourd'hui, on ne fera pas la liste de toutes les professions du monde en disant, pour toutes les professions du monde, est-ce que c'est possible ou pas? Mais il y a 4 critères clairement identifiés dans la proposition. Maintenant, on a fait la liste et on dit, ces 4 critères-là nous permettent de dire quand on peut ou non interdire le visage couvert. La proposition est très claire. En fait, la question que vous nous posez, elle est trop générale, elle est trop vague.
Et donc, c'est clair pour nous qu'il y a dans cette proposition-là des balises, 4, qui disent aux employeurs, voici les conditions auxquelles vous pouvez interdire le visage couvert. C'est très clair. Une dame qui nous a répondu, là, qui était Madame Richer, j'avais dit à Mme Richer, Monsieur Jumard, je l'adore, mais j'avais dit à Mme Richer après. Stéphanie, tu veux-tu faire ce bout-là? Parce que sinon, moi, ils vont me haïr. Oui, ça va être Mme Richer et ensuite Mme Biron. Mme Massé, vous êtes ministre. D'autres aspects qui m'ont vraiment frappé, c'était que toute la conférence de presse portait sur la nouvelle position sur les signes religieux, mais qu'il y avait une petite affiche au lutrin qui était sur la nouvelle campagne sur le climat, et pourtant, on n'en a pas du tout parlé. Donc, on a vraiment senti que même si on voulait parler de la position dans la campagne fédérale, même si on voulait parler du climat, c'était pas le sujet de la fin de semaine. Fait que là, François, toi qui es dans les cercles souverainistes depuis quand même assez longtemps avec ta grande implication au PQ, est-ce que tu as rencontré des gens que tu connaissais? Ben, en fait, c'était un peu la blague entre moi et Denis. Denis était surpris que je faisais 4 mètres puis je croisais quelqu'un que je connaissais déjà. À ma grande surprise, je connaissais beaucoup de monde à Québec solidaire de toute évidence. Non, mais je me suis jamais senti aussi inutile que... Non, mais c'est vrai, j'étais complètement... Je veux dire, ils connaissaient tout le monde. Mais c'est triste pour le Parti québécois. Parce que ce que ça veut dire, c'est que ça met en lumière qu'on a perdu du monde, que j'ai connu dans le mouvement souverainiste à l'époque au PQ, puis qui sont passés à ON ou à QS, et que je connaissais pas mal de bonnes ressources militantes qui maintenant mettaient leur énergie à Québec solidaire. Puis est-ce que tu connaissais des gens qui venaient pas du PQ? J'en ai trouvé, mais je veux pas te décevoir, c'était un ami personnel d'enfance. Moi, c'est Julien Daigneault. Je suis membre de Québec solidaire dans Saint-Henri-Saint-Anne. Je suis aussi permanent d'Alternative socialiste. Qu'est-ce que ça fait, Alternative socialiste? C'est un groupe politique qui est présent dans plus de 45 pays dans le monde. Ici, on est un groupe au Québec où on s'implique dans le milieu syndical, on s'implique dans nos milieux étudiants, à travers le comité étudiant socialiste. Puis, on s'implique aussi à travers Québec solidaire. Si je reviens à la base, pour toi, le socialisme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on entend bien des choses, mais là, je te donne l'opportunité de me dire clairement, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le socialisme? Socialiste, c'est une société où on considère, on produit, où on dirige en fonction des besoins des gens de manière démocratique, selon selon ce qu'ils peuvent donner, ce qu'ils et elles peuvent donner. C'est pas une société régie par un marché où il y a une course au profit interminable, où à travers ça on épuise les gens et on épuise l'environnement. Comparé au libre marché actuel, nous, ce dont on fait la promotion, c'est un marché planifié, mais planifié démocratiquement. On ne fait pas la promotion de modèles bureaucratiques, autoritaires, comme il y a eu par le passé à la fin de l'URSS ou en Chine ou dans d'autres régimes comme ça. Est-ce que QS se définit officiellement comme socialiste? Non. Vous faites un regroupement à l'intérieur de l'organisation? On intervient comme socialiste, clairement socialiste, à l'intérieur de Québec solidaire. Québec solidaire, c'est plus une organisation réformiste, si on veut, radicale, réformiste, social-démocrate, mais qui, encore là, a un programme qui est loin de ce que les beaux jours de la social-démocratie proposaient. Comment tu trouves ton compte à Québec solidaire? Pourquoi tu viens ici si ce n'est pas exactement encore ta position? Parce qu'ici, les gens sont ouverts à discuter des idées socialistes, sont ouverts à parler de comment on peut mobiliser les gens pour lutter. Ils sont intéressés à des solutions. Il y a une polarisation politique en ce moment au Québec, on l'a vu avec les élections. Les gens ont hésité entre la CAQ et Québec solidaire. Puis ils ont élu la plus grande députation ever de ces deux partis-là aux dernières élections. Donc les gens, ils veulent des solutions. Ils essayent des choses. Là, ils essayent la CAQ. Ils vont être déçus. Ils vont être déçus parce que ce qu'ils vont avoir, c'est des attaques encore plus violentes contre eux que ce que les libéraux ou les péquistes ont fait avant eux. Nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a bien une solution pour sortir de la crise écologique, de la crise politique, de la crise économique qu'on vit et qu'on va continuer de vivre, c'est d'opter pour justement des politiques qui sont développées dans l'intérêt de la majorité, par et pour la majorité.
Donc, c'est un combat qu'on a amené. On le mène de manière transparente. Ce qui vient de se passer aujourd'hui avec le vote écrasant pour l'option B est un exemple de comment on peut bâtir une conscientisation, comment on peut former puis politiser les membres à la base dans l'espace de presque 1 an. L'année passée, la position que l'aile parlementaire avait fait prendre au parti, malgré son programme, c'était pour un compromis Bouchard-Taylor, l'option A. Interdire le port de signes religieux chez certains postes. T'sais. Les membres de Québec solidaire n'ont jamais pris cette position. Ça venait confronter le programme. Puis en l'espace d'1 an, à travers justement des assemblées, des discussions, on a été capable de renverser la vapeur et de faire s'affirmer clairement le membership contre une partie de son aile parlementaire. Donc ça prouve qu'il y a une démocratie dans le parti. Ça prouve que Québec solidaire est quelque chose qu'on peut mobiliser pour défendre nos intérêts. Merci Julien. Les écoutes. Je me promène, je sors de là. Je retourne dans l'espèce de grande salle où tous les groupes se présentent, recrutent, distribuent des tracts. Et je tombe sur Émilie, qui est aussi au kiosque de l'Alternative socialiste. Quand je commence à jaser avec elle, je me rends compte que c'est très, très important d'amener au national ses idées. Je me rends compte que c'est vraiment la prise de position des instances locales qui a poussé le national à revoir sa position sur les signes religieux. Et c'est là que j'allume. Je vais profiter de l'occasion parce que je voulais te parler aussi. Oui. Un peu savoir ton background. Qu'est-ce qui t'a amené à être là en fin de semaine? Puis, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu voudrais nous parler de... Parce que tu sais, tu pourrais être en train de... Tu vas commencer de même. Tu pourrais être en train d'écouter la TV, de te retaper toutes les How I Met Your Mother ou je sais pas ce que tu écoutes. Puis qu'est-ce qui fait dans un beau samedi comme ça, t'es en instance? Il n'y a pas de neige à Montréal. Mais pourquoi tu viens ici? Pourquoi je viens ici? Écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que de s'assurer d'avoir une vie agréable, une vie où on peut réellement avoir des samedis de congé, off, des samedis relaxants, ça prend des bonnes conditions de vie, t'sais. Parce que avoir un vrai congé, ça veut dire que tu as eu le temps déjà de faire ta bouffe pour la semaine, de faire ton épicerie, de faire tes tâches ménagères, d'aller au cours de cirque de la petite le matin. Tu sais, il y a tout ça dans la vie quotidienne des travailleurs et des travailleuses qui fait que si on veut réellement s'émanciper de ça, il y a des luttes à mener. Comment qu'on t'aide? C'est quoi les prochaines étapes? Généralement, on chiale beaucoup, mais là, après ça, on fait quoi après avoir chialé? Oui, en fait, c'est sûr que Québec solidaire s'impliquer dans son assaut local, c'est déjà un pas. Parce que la démocratie de Québec solidaire, c'est vraiment la base, en fait, qui donne des mandats. Comme en fin de semaine. Exactement. Ça vient, il y a beaucoup de gens. Moi, mon association locale m'a mandaté de voter pour l'option B. Même si, dans le fond de mon cœur, j'avais été option A, j'aurais voté pour la B. Il y a une représentation, il y a une démocratie interne. Puis, voilà. Dernière question, sinon, c'est un peu plus touché, mais est-ce que tu sens, il y a eu des rumeurs dans les médias, il y en a qui racontaient un peu qu'il y avait eu une pression des députés et de gens de permanence pour orienter le débat dans un sens en fin de semaine. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que ça fait partie des réalités? En fait, moi, je ne l'ai pas vécu. Hein? Fait que c'est dur de dire oui, ça s'est passé, mais en même temps, ça me surprendrait pas. Parce que comme dans n'importe quel milieu, comme dans un syndicat, où la direction essaye de pousser une ligne, essaie de contrôler l'ordre du jour, comme à une asso étudiante. Mais ça te choque pas? Tu vois ça comme étant normal de bonne guerre, dans le fond? Non. OK. Attends. Je trouve ça inacceptable. OK. Si ça existe, je dis pas que ça s'est passé là. Quand ça existe, comme je reprends le milieu syndical, c'est inacceptable. Ce que je veux dire, c'est que je reconnais que ça se peut que ça soit passé parce que c'est des dynamiques de pouvoir. Mais si ça a eu lieu, ça, la démocratie interne de Québec solidaire a gagné. Le membership a gagné. Fait que ça ait eu lieu ou pas, on s'en fout. La démocratie est saine en ce moment. Tu me dis? Absolument. Puis là, s'il y a eu une tentative d'influencer le débat,
les associations locales certaines se sont rencontrées, qui ont débattu à l'interne, qui étaient prêts pour aujourd'hui pour le débat. Ils ont peut-être bien poussé comme ils voulaient. On n'est pas contre. Les membres de Québec solidaire, la majorité de la population au Québec, c'est pas des cons. Ils sont capables, quand ils ont l'information, de se faire une idée par eux-mêmes. Fait que, tant pis pour eux autres qui ont essayé. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pendant ton après-midi chez Québec solidaire, est-ce que tu as eu la chance de rencontrer justement des gens qui faisaient partie de l'organisation et qui étaient capables de mobiliser les gens? J'ai rencontré Maxime. Je m'appelle Maxime Larue, je suis candidat comme responsable au comité de coordination nationale de Québec solidaire à la mobilisation. Maxime, c'est vraiment l'archétype du militant de Québec solidaire. OK? Super sympathique, adorable. Maxime travaille actuellement dans le milieu syndical, vient du mouvement étudiant, a étudié en philosophie, c'est l'archétype du militant de QS. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait vraiment une grande connaissance en activisme, en mobilisation, en organisation. Et puis vraiment, il y avait cette vision de toujours pousser, de toujours revendiquer plus. Et ce poste-là, qu'est-ce que ça va faire quand tu vas être élu? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ça? Dans le fond, le poste à la mobilisation est responsable de réaliser les mandats qui sont déterminés en Conseil national, en Congrès ou en Comité de coordination nationale. Okay. C'est dans le fond, fait que c'est pas la personne à la mobilisation qui décide de tout ce qui se passe, qui prévoit tout. T'sais, on fait ça sur le modèle de ce qu'on appelle le leadership collectif, c'est-à-dire. Mais la personne ensuite qui a la redevabilité de s'assurer de faire les suivis avec autant la permanence, les associations, puis le reste du comité de coordination nationale, c'est la personne responsable en mobilisation. Puis t'en avais pas assez, je me fais l'avocat du diable, mais t'en avais pas assez au travail. Tu voulais en plus t'impliquer? Deux réponses. La première réponse est simple. Moi, j'ai du fun à faire ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il y en a qui... t'en mangerais, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que, il y en a que leur hobby, j'en ai pas, peu importe. C'est faire de l'ébénisterie ou faire du plein air. Moi, j'aime ça, organiser des manifestations, distribuer de l'information, faire de l'agitation puis de la perturbation sociale. Mais, puis ça donne quoi, tu penses? Qu'est-ce que ça donne de passer la fin de semaine ici? Qu'est-ce que ça a donné le printemps érable? C'était pour finalement avoir une indexation après ça, puis il y a encore des questionnements. Il y en a beaucoup qui disent que ça a été un échec. À quoi ça sert de 14 ans d'implication comme ça? Je suis pas d'accord. Moi, pour vrai, ceux qui disent, gagner, là, c'est important. Même gagner peu. Puis ceux qui disent, on va tout perdre ou on va tout gagner, là, je suis pas d'accord avec eux. Pour vrai, moi, chaque victoire, c'est un pas dans la bonne direction. Chaque victoire, c'est un pas vers le bien commun. Puis on les prend toutes. Parce que... qu'est-ce que ça donne? Ça éveille les consciences. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne, en 10 ans, on est passé d'une risée, tu sais, puis à se faire mépriser, notamment par le Parti québécois, à on les a dépassés. On les a dépassés, puis c'est clairement nous, l'opposition de gauche au Québec. C'est ça que ça donne. T'sais. À un moment donné, on peut pas rester chez nous puis attendre que tout se passe d'un coup. Ça se passe pas comme ça nulle part. T'sais. Je veux dire, c'est-à-dire, il faut pas être dans la fatalité. Il n'y a rien d'autre à faire. De toute façon, on est devant une catastrophe écologique. On va pas rester là à rien faire. T'sais. On va juste attendre de mourir puis en jouissant. Comment? Bonne chance pour ton élection. Merci, c'est cool. C'est quand l'annonce de résultats? Demain. Ah, c'est demain? Ouais, demain. Bonne soirée. Pour lui, tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers. Faut que tu demandes 115% pour avoir ton 80%. T'sais. Donc, c'est vraiment ce qui anime ce qu'on a vu toute la fin de semaine. C'est un parti d'activistes. C'est ça qui m'a frappé le plus au final. J'ai pas croisé un club social. J'ai pas croisé des gens qui sont là pour avoir raison, comme dirait Denis. J'ai croisé des gens qui sont des activistes,
qui sont conscients qu'il faut faire de la mobilisation sur le terrain, qui en font sûrement. On ne l'a pas vu dans la fin de semaine, si ce n'est dans leur présence, si ce n'est dans leur pointage. Je les ai vus pointer pour ces candidats au politburo. On a vu cette petite partie d'activisme, mais on sent qu'ils comprennent que c'est en poussant comme ça qu'ils vont changer, le parti et qu'ils vont faire grandir Québec solidaire. Allô, Denis? Oui, allô? Hey, Denis? Oui. Je l'ai. C'est quoi? Denis, ce que j'entends ici, là, c'est vraiment tout le monde me parle d'un parti de militants, OK? Puis je sais c'est quoi notre angle. C'est quoi? Notre angle, c'est que, dans le fond, on a une position qui est venue de la base. La demande de réexplorer la position est venue de la base. Puis c'est devenu quelque chose qui est monté, qui est venu en Conseil national, qui a été entériné par le Conseil national au détriment d'une moitié des députés et de la députation. Puis après ça, on voit les débats que ça a causé parce que là, on a eu d'abord un premier point de presse avec Manon Massy et GND. Puis ensuite, il a fallu, c'était tellement houleux qu'il a fallu qu'on ressorte en scrum avec GND pour tenter d'expliquer à nouveau la position. On peut interdire et voici quand on peut le faire. Donc, c'est pas une résolution qui dit la règle générale, c'est le visage couvert, et le visage découvert, ça va être des exceptions. Au contraire, l'exercice de la profession, là, c'est pas des... Puis on voit que les députés, quand j'en parle avec les députés hors micro, on sent quand même qu'on connaît pas totalement tous les détails, qu'on n'est pas à l'aise pour en jaser. Ça, je trouve ça fascinant. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, ils viennent... Mais t'as raison, c'est exactement ça. C'est qu'ils ont vraiment... On dirait vraiment que l'aile parlementaire est pris avec la position des membres. Puis c'est un parti où la coupure ou la séparation entre l'aile parlementaire et les membres est beaucoup moins présente que ce qu'on a senti ou ce qu'on a vécu même au Parti québécois. Ouais, on est plus habitué à une position où l'aile parlementaire est très forte, ou en tout cas à drive les positions, à les énonce quotidiennement à Québec, sans vraiment de demander aux bénévoles. On n'est pas dans cette dynamique-là à Québec solidaire. Puis ils vont avoir, mais par contre, bonne chance à l'aile parlementaire. Ils vont, ça va être tough les prochaines semaines parce que quand tu regardes le libellé de ce qui a été voté, moi j'ai l'impression que c'est comme s'ils remettaient entre les mains de la société civile l'application de cette loi-là potentielle. Ils sont pas au pouvoir, mais en tout cas, c'est comme s'ils disaient, nous on a un projet qui en réalité remet entre les mains de la société civile la décision au cas par cas. Autrement dit, j'ai pas l'impression qu'ils ont réglé grand-chose. En fait, ils ont rejeté Taylor Bouchard. Comme je te disais tantôt, c'est vraiment une position qui a été faite en opposition à quelque chose, non pas pour quelque chose. OK. Fait que, OK. À tantôt. Ouais. Je m'appelle Rima Sen, je suis responsable des communications pour Québec solidaire au comité de coordination nationale, autrement connu sous le nom de Politburo. Ah, c'est vous autres, ça? Oui. Fait que là, je vous entends parler de Politburo là, depuis le début. Ben oui. Mais là, il me semble que c'est un terme qui vient de... Je sais pas, ça vient-tu de Jean-François Lisée? Ça vient-tu de l'extérieur? Tu sais, j'étais persuadé qu'il n'y avait personne là-dedans qui appellerait ça Politburo. Car clairement, ça vient de Jean-François Lisée, mais clairement, comme disait Denis, on l'a intégré. Puis de cette façon-là, on le désamorce. Mm-hmm. Puis c'est ce que m'a dit Rim. Ce qui est intéressant avec Rim, donc elle est responsable des communications, mais son rôle, c'est un rôle de coordination entre plusieurs groupes. C'est vraiment plus une structure horizontale, dans le fond. Vraiment. Rim, qu'est-ce que tu fais à ce poste-là, tous les jours? Tous les jours, on s'occupe de coordonner la communication au niveau national et au niveau des membres. Mais on fait ça de concert avec un comité de coordination. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui participent à un processus de réflexion. Puis je siège aussi sur l'exécutif national, donc des décisions plus administratives, techniques avec le parti. Le rôle de ce poste-là, c'est d'enligner un peu les décisions politiques que les membres et la base nous amènent, mais aussi le lien qu'on a à faire avec l'Assemblée nationale. Puis comme Québec solidaire a grossi,
donc il a pris une expansion, on a plus de députés. Il y a une grosse réflexion à faire sur comment cette communication-là, autant à l'interne qu'avec l'aile parlementaire, qu'avec le public, se fait. Maintenant qu'on a comme plus de membres, plus de députés, plus de staff. Comment on fait ça? On est vraiment en amont. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça les stratégies politiques. C'est quoi les alignements qu'on veut? Des fois, c'est des urgences, des affaires qui sont très ponctuelles. D'autres fois, c'est des alignements sur 3-4 ans. Mais... Ultimatum 2020, est-ce que tu as touché à ça? Est-ce que c'est un peu le résultat de ton travail ou de tes collègues? Non, moi, c'est mes collègues. C'est une réflexion qui date de quand même assez longtemps. Je pense pas que l'enjeu du climat, c'est nouveau. La campagne électorale de Québec solidaire a beaucoup misé là-dessus. On avait une super grosse proposition. Puis la beauté dans le malheur, dans le fond, c'est de dire, on a un gouvernement en ce moment qui nous a dit dans le débat, qui nous a dit dans la campagne électorale que c'était pas son fort, puis c'était pas là-dessus qu'il allait s'enligner. Puis nous, on leur dit, on est prêt, comme parti politique, à vous donner à travailler avec vous, le gouvernement, à vous donner des pointers, des lignes vers ou des objectifs pour qu'on ait une plateforme environnementale qui fonctionne, mais on le met en ultimatum, parce qu'on n'est pas rendu à un point où est-ce qu'on peut juste faire comme si de rien n'était, puis négocier, puis attendre. Il y a une urgence climatique. Fait que nous, on dit, il y a 3 propositions super claires. Si on n'arrive pas à un compromis sur ces 3 propositions-là, on va faire une escalade pour faire des barrages parlementaires. Puis en même temps, c'est pas juste les députés qui vont faire un barrage parlementaire. On va demander à la population d'exprimer, comme ils l'ont fait le 15 mars quand il y était 150 000 dans la rue, d'exprimer qu'ils sont pas contents puis qu'on veut absolument une action là-dessus. Avec ton poste, comment tu vois ça la fin de semaine? J'ai essayé d'en parler, j'en ai parlé en privé de ce dossier Ultimatum 2020, mais c'était pas ça le sujet de la fin de semaine avec les médias traditionnels. Toi, avec ton poste, comment tu vois ça? Comment tu perçois ça? Je pense qu'on a fait un exercice là, qui était très, très, très difficile. On a entamé une conversation sur les signes religieux puis sur la laïcité avec les membres de Québec solidaire. Puis ça s'est pas passé maintenant, ça s'est passé il y a quelques mois. Les membres de Québec solidaire, dans leurs assemblées, dans leurs circonscriptions, se sont rencontrés puis ont dit on va discuter là-dessus puis on va prendre position. Puis on a fait cet exercice-là pendant longtemps, mais l'objectif de faire ça puis de prendre une décision finale là-dessus, c'est pas juste en lien avec le dépôt du projet de loi du gouvernement, c'est de dire, on se dit, on tranche. On prend une position parce que les membres nous ont dit on veut revenir sur qu'est-ce qui s'est passé en campagne électorale où on avait Bouchard-Taylor. On a besoin de faire ça. Ça a été fait. Le dossier est clos. Puis le vrai dossier en ce moment, là, c'est la campagne en environnement. C'était quand même spécial. J'étais au point de presse tantôt suite justement à la prise de position. Puis votre visuel en avant du lutrin, c'était Climat 2020. Puis on a parlé pratiquement pas de ça. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est d'une absurdité, hein? C'est d'une absurdité. C'est spécial. Puis, on comprend, toi puis moi, qu'en fin de semaine, vous avez pris position, donc on va en parler, mais il y a d'autres choses peut-être. Comment tu vois ça? Tu trouves ça normal ou? Il y a 2 choses qu'il faut faire. On peut pas ignorer que la population a un enjeu en ce moment où est-ce qu'elle dit on est en train de regarder ça nous stresse, les médias, les réseaux sociaux, le dépôt du projet de loi. C'est une discussion qu'en ce moment, on peut pas passer à côté puis dire on va juste parler d'environnement. On dit c'est beau. À Québec solidaire, on en a parlé, mais ça nous donne un genre de focus. Les médias sont tous ici, ils nous ont regardé, ils ont vu de la façon saine dont on a eu les débats. Puis ils sont restés après quand on a fait la discussion sur le climat. Fait que là, nous, on a fait notre bout. Puis je pense que c'est le bout des journalistes aussi de couvrir ce côté-là où est-ce que non seulement il y a 150 000 personnes qui ont marché, mais il y a du monde qui ont signé le pacte. De plus en plus des gens qui, techniquement, font pas du zéro déchet, mais sont intéressés à l'environnement. La population est en train de se mobiliser. C'est pas un enjeu qu'on a sorti comme ça. C'est pas un faux débat. Il y a vraiment du monde qui sont concernés par cette situation-là puis qui veulent en parler. Fait que, une fois que les médias vont embarquer avec nous, vont en parler plus, je pense que là, ça va être cohérent. Ça serait quoi pour toi? Qu'est-ce qui ferait que tu aurais atteint tes objectifs en fin de semaine? Qui ferait que tu serais heureuse? Je vais te dire tantôt, quand on a voté pour l'option B, j'ai braillé. Ouais? J'étais comme... Si j'avais le moton dans la gorge, moi, ça fait 9 ans que je milite au Québec, puis j'avais peur. Parce que tu ne sais pas comment les discussions vont s'en aller. T'en as eu combien de discussions en famille, dans des soupers, dans des... Ça s'est bien passé, là, je veux dire. Ce qu'on a entendu chez les militants, il y avait des pour, il y avait des contre. Mais mon doux, c'était doux, là. Ça s'est bien passé quand même. J'ai pas pleuré parce que... C'est ça, j'ai pas pleuré parce qu'on a gagné. J'étais émue parce que je me suis dit, Seigneur, c'est tellement rough d'avoir ce genre de discussion-là, puis de tomber dans les amalgames, que ce soit vrai. Parce que c'est émotif, là, on s'entend, on parle de gens, on parle d'une histoire du Québec, de gens qui ont vécu la religion, puis après ça, on parle de monde qui porte des signes religieux. C'est pas le fun. C'est dur, puis c'est lourd, puis c'est vraiment lourd de sens. Fait que de voir qu'on était capable, puis on l'a pas fait à huis clos, on l'a eu en gang, on en a parlé devant les gens, ça m'a vraiment émue parce que je me dis, ça, là, c'est le signe qu'au Québec, on peut avoir cette discussion-là ensemble. Puis que c'est correct, peut-être qu'il y a une bonne majorité de la population qui pense pas comme ça encore, mais j'ai vraiment confiance que c'est pas une fin. Ce projet de loi, pour moi, c'est pas comme la fin de la discussion. Ça ouvre le débat. Puis il faut qu'on l'aide, puis on va l'avoir, puis si ça prend du temps, mais ça le prendra. Personne ne veut ça. Personne ne veut continuer à parler de laïcité.
Mais on peut pas non plus, une fois que c'est fait, renoncer à ça puis se dire « Bon, ben c'est beau, le projet de loi est déposé, on va passer à d'autres choses. » T'es à l'aise avec l'idée de la menace qu'il y a à travers l'ultimatum? Je sais pas qu'est-ce qui est le plus rushant. Moi, je suis pas à l'aise avec la menace que lui nous met sur l'environnement. C'est avec ça que je suis pas à l'aise. Qu'on me dise que tu vas déranger le gouvernement en faisant des sit-ins, du filibuster, de ci, de ça. Ils sont en train de mettre... Big deal, c'est ça que tu réponds, en fond. Tu fais pression. Ils sont en train de mettre en péril tout l'avenir de notre planète. Puis il y a du monde qui vont être choqués parce qu'on va faire des sit-ins ou parce qu'on va déranger le gouvernement. Je suis désolée, là. Mais l'enjeu principal, là, c'est que on va augmenter le degré à chaque année. Puis ça va faire plus chaud, puis après ça, on va chialer que les trottoirs, puis que la neige, puis que l'hiver... Tu l'assumes assez bien, bref. Seigneur! Hey, c'est de l'audace, c'est du courage, là! Où t'as vu ça? Où t'as vu ça au Québec? Quand est-ce que tu te rappelles de ça? Puis si on arrive à reculer assez loin, là, c'est les mouvements sociaux qui ont fait ça. C'est le mouvement des femmes, c'est les syndicats, c'est le monde dans la rue qui ont commencé à crier puis à dire ça va faire. On veut pas ça, puis on va agir. Moi, ça me motive, ça m'excite. Je suis en feu. T'as l'impression de changer des choses, de prendre part à quelque chose de plus grand que toi, t'sais. Mais je veux surtout pas avoir de regrets. Pourquoi on n'y va pas? Notre objectif à Québec solidaire puis dans les mouvements sociaux, c'est de dire on veut que le monde vive mieux. On veut que le monde vive avec la dignité. On veut pas rendre pour acquis le fait qu'on est obligé de travailler dans un système capitaliste qui est lourd. On remet les choses en question puis on se dit on peut-tu vivre mieux? Nous autres puis la planète. Merci beaucoup, Rin. Merci à toi! Fait que là, on est dimanche matin. Denis, il y a des grosses décisions qui ont été faites le samedi. Comment ça commence cette journée-là? Ben, c'est la journée du bilan. Donc, on se retrouve en plénière. Puis là, ben, c'est le compte-rendu parlementaire. Donc, c'est les leaders parlementaires qui viennent un peu faire leur compte-rendu sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors, le rapport ne sera pas bien sûr exhaustif. Et je suis sûr que vous serez content de ça parce que sinon, on prolongerait votre présence au cégep de Châteauroux. D'ailleurs, un magnifique cégep, c'est pas ça le problème. Je vais au rapport et donc on va. OK. Moi, ce qui m'a marqué, François, dans cette réalité-là, que le pouvoir vraiment à la base, puis tu sais, LP, tu parlais de pouvoir horizontal ou de structure horizontale, ce qui m'a marqué, c'est le peu d'impact que les députés peuvent avoir sur cette base-là. Les députés représentent quand même tout le monde. Ils représentent pas que les membres de Québec solidaire. Ils représentent, dans un deuxième temps, leur électorat. Et ils représentent aussi tous les gens de leur comté. Et j'ai été un peu surpris de voir qu'ils n'ont pas cherché à amener de leur côté un peu, à défendre un peu la vision des gens qui représentaient dans leur comté. Je vais faire du millage. Ils n'ont pas utilisé leur pouvoir politique, ils n'ont pas utilisé leur capital politique pour faire pression d'un côté ou de l'autre. Deuxième élément de bilan, c'est au niveau de la participation des députés dans le cadre du débat sur le port des signes religieux. C'est une nouveauté à Québec solidaire d'avoir un caucus, disons, significatif, avec 10 députés. Ce sont des gens qui ont été élus par les membres de Québec solidaire lors de leurs investitures, qui ensuite ont été élus par leurs citoyens et leurs citoyennes pour les représenter à l'Assemblée nationale du Québec et qui se font poser des questions à tous les jours à l'Assemblée nationale par les médias sur leur position sur toute une série d'enjeux. Quand on a mis en branle au CCM donc le processus de décision, le processus de débat interne au sujet de notre position sur les signes religieux, la question s'est posée. Qu'est-ce qu'on fait avec nos députés? Est-ce qu'on les muselle? Est-ce qu'on leur dit non, vous allez tenir la ligne du parti jusqu'à temps que la position change en Conseil national? Est-ce qu'on va leur dire, dites rien dans l'espace public, vous dites pas un mot, puis quand on vous pose la question sur votre position, faites comme si vous n'en avez pas, ce qui aurait été pas très sincère. Et finalement, ce qu'on a décidé, c'est d'avoir une posture ouverte, souple, où on a eu une discussion en caucus, et on s'est dit, non, en tant que député, si vous souhaitez participer à ce débat-là, d'un côté ou de l'autre, vous êtes libre de le faire. Ce qu'on vous demande, c'est de le faire de manière respectueuse, c'est de le faire en respectant l'ensemble des opinions dans le débat, et surtout, ce qu'on vous demande, et ce qu'on s'est donné à nous-mêmes comme caucus en termes de ligne de conduite, on s'engage tous à se rallier à la décision majoritaire. Et je pense qu'en fait, c'est un exemple de comment on peut débattre de ces choses-là à l'intérieur d'un parti politique, sans que personne se sente muselé, sans que personne se sente obligé de se rallier à contre-cœur. La meilleure manière de faciliter le ralliement d'un caucus, c'est ça.
Bien, écoutez, moi, l'autre élément, je pense que vous en avez parlé pas mal hier, c'est la question de l'ultimatum. C'est sûr que lorsqu'on dit au gouvernement Legault qu'on va faire un barrage politique, mon souhait le plus profond, c'est que d'ici le 1er octobre 2020, le gouvernement, M. Legault, aura répondu à nos 3 demandes, mais c'est pas des demandes, à nos 3 exigences, j'aime le mot, à nos 3 exigences. Il faut quand on est plusieurs comme ça. Mais comprenez-nous bien, l'objectif, là, c'est de lutter contre, c'est de se donner les moyens de lutter contre l'urgence climatique. Et c'est le plus beau cadeau qui ne pourrait pas arriver, c'est qu'effectivement, le gouvernement du Québec décide de changer de cap et de s'en aller vers une réelle lutte contre les changements climatiques. Mais sinon, urgence climatique, barrage politique, on va être là. Alors, si vous avez quelques commentaires ou questions à soumettre à vos représentants, vous avez la parole. Ça vous convient comme ça? Ils ont pillé nos ressources pour en extraire du cash jusqu'à la dernière goutte. Mais le Québec, notre pays, il n'est pas à vendre. L'espoir, le courage, la fierté, ça s'achète pas. Ça dort en chacune de nous, en rêvant au printemps. Ils vous ont dit de rester sage, ils vous ont dit d'attendre votre tour, ils vous ont même dit que vous n'étiez pas assez vieux pour comprendre. Mais à vous voir aller, je me dis que c'est eux autres qui n'ont pas compris. Vous marchez aussi pour eux. J'ai peut-être vécu plus d'hiver que vous, mais je sais reconnaître l'arrivée du printemps. D'une seule voix, votre belle grande marée humaine a scandé. Plus tard, c'est trop tard. Et même si nos dirigeants font mine de rien entendre, vous avez secoué le Québec à la grandeur. Et tant que vous marcherez, je marcherai avec vous, pour nous. Solidaire, le 1er octobre dernier, personne ne nous attendait. Ils n'ont rien vu venir. À force de nous regarder de haut, ils n'ont pas senti les plaques tectoniques de la politique québécoise bouger. Ils ont pris pour une faiblesse qui était, au fond, notre plus grande force. Québec solidaire, ce n'est pas un vieux parti. Québec solidaire, c'est un nouveau mouvement. Il a fait ses preuves, ce mouvement, le 1er octobre dernier, et aujourd'hui, on repart en campagne. Cette fois-ci, on repart en campagne pour le climat. Les reines de notre territoire, les reines de notre économie, les reines de notre avenir, elles ne s'appartiennent pas à TransCanada, Alcoa et Uber. Elles appartiennent à Clément et aux 8 millions de Cléments et Clémences de notre peuple. Elles appartiennent à nous, peuple du Québec. À nous de faire de la résistance climatique leur mouvement à ces Cléments et à ces Clémences. À nous de faire de la transition économique leur projet à ces 8 millions de Québécois et Québécoises. On a 18 mois devant nous, mes amis. Alors, je pense qu'il est temps qu'on se mette au travail. Est-ce qu'ils voient leur rapport à l'Assemblée nationale d'un bon œil? Ben, écoute, j'ai été surpris de la façon dont ça a été traité. C'est comme si c'était quelque chose qui intéressait pas vraiment les gens. Ça a été escamoté, ça a passé rapidement. C'est pas quelque chose qui soulevait la passion. Puis pourquoi je suis surpris, c'est que ce moment-là, au Parti québécois, c'est un moment fort d'un Conseil national. Quand le leader parlementaire vient faire son compte-rendu, ça donne lieu à un grand discours. Puis
Puis les gens sont applaudissent, puis sont contents de voir le travail que l'aile parlementaire fait. On met en valeur le travail de l'aile parlementaire. Dans leur cas, le ton était monotone. C'est comme si on passait à travers un moment obligé, mais pas très désiré. Comme François nous disait, peut-être qu'avec le pouvoir qui est plus étalé de façon horizontale, est-ce que les députés, l'aile parlementaire, justement, c'est plus les grandes vedettes du parti, comme au Parti québécois, c'est eux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qui font les gros moves. Est-ce que chez Québec solidaire, c'est la base qui fait les gros moves, puis c'est ensuite envoyé du bas vers le haut, si on peut dire, vers l'aile parlementaire. Donc, c'est pas eux qui ont le gros jeu, tu sais. Ouais, écoute, j'aime beaucoup ton analyse puis ton hypothèse. Je l'avais pas... Tu sais, je veux dire, oui, j'ai vu cette réalité-là, mais je l'avais même pas rattaché à ça. Tu as fort probablement raison dans ce contexte-là. Effectivement, ça explique peut-être l'impression que j'ai eue. Est-ce qu'on pourrait dire que la tradition syndicaliste qu'il y avait peut-être au PQ avant, est-ce qu'elle est en train de complètement se transformer puis se déplacer vers Québec solidaire? Moi, avec les gens que j'ai croisés en fin de semaine, je dirais oui. C'est sûr que tous ceux que j'ai croisés avaient des liens avec le milieu syndical, provenaient soit du milieu, soit ils travaillaient, soit connaissaient des gens. Ben moi, écoute, j'ai eu la chance d'avoir une entrevue avec Gaétan Châteauneuf qui a été très explicite à ce sujet-là. Gaétan, c'est quoi ton rôle exactement au sein de Québec solidaire? Mon rôle, d'abord, bonjour. Mon rôle, en fait, je suis secrétaire général de Québec solidaire. Donc. Tu sais, Gaétan m'expliquait qui a été qui venait, lui, du milieu syndical. Puis ce que je constatais en l'écoutant, c'est que ce que le milieu syndical avait amené à Québec solidaire, c'était justement toute cette capacité-là à s'organiser, qui n'était pas nécessairement le propre des autres groupes qui composent maintenant Québec solidaire. Mon rôle est beaucoup je dirais, administratif au sein du parti. Ma responsabilité touche beaucoup toutes les instances, l'organisation des instances, s'assurer que les documents sont là. C'est toute la question, je dirais, démocratique. En fait, c'est la gestion démocratique du parti. Les instances du comité de coordination nationale, l'exécutif. En fait, je suis partout où il y a des aspects logistiques, administratifs, la gestion des instances. Par exemple, l'aspect politique, c'est pas ma responsabilité. Bien que, de par nos statuts, on dit que le secrétaire général assume les responsabilités du chef de parti prévues à la loi électorale. Mais c'est l'administration de la loi électorale et non pas comme dans d'autres partis où le chef contrôle prend les décisions. Moi, mon rôle, c'est vraiment l'administration de la loi, de l'application de la loi. Qu'est-ce qui t'a... Ça fait longtemps que tu milites? Tu es un militant de la première heure. Qu'est-ce qui t'a amené à militer? D'abord, je proviens du milieu syndical. J'étais à la Société de transport de Montréal. J'étais dans l'exécutif de mon syndicat. Puis nous, j'ai toujours considéré que depuis le début de ma militance syndicale, que les travailleuses et travailleurs devaient avoir un parti pour les représenter. À l'époque, on prétendait que le Parti québécois avait un préjugé favorable aux travailleurs, mais moi, j'ai goûté à la médecine d'un Parti québécois ayant un préjugé favorable aux travailleurs, volé des lois spéciales dans mon syndicat, dans nos luttes, mis mon syndicat en tutelle, il n'y avait aucune justification de l'affaire, les outrages au tribunal, là, tout soutenu par ce parti-là. Donc, j'ai vraiment déconnecté et j'ai dit, il n'y en a pas de parti pour les travailleurs. J'ai milité beaucoup, j'ai essayé de faire prendre position dans le passé, on était affilié à la CSN, la CSN se disait indépendante des partis politiques. Ça n'a jamais vraiment traversé. Puis quand je suis arrivé... Au moment où j'ai pris ma retraite, j'ai repris du galon. Je suis allé m'impliquer dans ma circonscription qui était Bourget. J'ai été candidat dans Bourget. J'ai toujours pensé que si on voulait faire changer les choses, il faut être à l'endroit où les décisions se prennent. Puis les décisions se prennent, c'est à l'Assemblée nationale. Pourquoi laisser aux avocats et à tout ce monde-là, c'est bien pensant, le pouvoir de prendre les décisions à ma place? Je pense qu'on est capable de prendre nos décisions. C'est pas vrai que parce qu'ils sont avocats, qu'ils sont plus brillants que nous autres. Ils sont des êtres humains comme nous. Ils ont des intérêts. Hein? On a des intérêts. Et j'ai toujours pensé que les travailleurs devaient avoir une organisation pour prendre la place qu'ils leur doivent, puis d'être présents où les décisions se prennent. Puis c'est à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai été aussi candidat dans Bourget à l'élection de 2014. Puis
Par la suite, il s'est libéré le poste de secrétaire général s'ouvrait. Ça, c'est élu? Oui, c'est élu. C'est un membre du comité de coordination nationale. Moi, je devrais peut-être y aller, c'est un peu de temps, c'était à la retraite. Je me suis impliqué comme secrétaire, puis ça fait mon deuxième mandat. J'ai été élu au mois de décembre dernier pour un deuxième mandat. Il y a quelque chose qui me frappe qui m'a frappé pendant que tu m'expliquais ça. Moi, c'est la première fois que j'assiste à un Conseil national de Québec solidaire. C'est des belles découvertes. Cela dit, j'ai pas senti ce mouvement travailleur-là. Parce que ce que je constate avec toi, puis si ça n'avait pas été cette discussion-là que j'ai avec toi maintenant, probablement que ça m'aurait même pas traversé l'esprit. C'est-tu à cause de l'actualité ou c'est une tangente que le parti a pris différente? La laïcité est très présente. J'ai senti un parti plus des gens combatifs, militants. Là, on a la ligne, il y a une ligne de parti qui essaie de nous amener vers l'environnement. C'est la priorité. Mais le mouvement travailleur, j'ai pas senti quand même que j'ai senti l'impact des membres, l'impact de la base, parce qu'on a vu même la position sur la laïcité me semble vraiment être issue de la base. Mais je ne sens pas que c'est un parti de travailleurs. En fait, Québec solidaire, c'est la fusion de tout ça. C'est des travailleurs, c'est des gens provenant d'organisations syndicales, mais c'est aussi des gens provenant de groupes communautaires, de groupes populaires. En fait, c'était ça, la fusion entre Action citoyenne et l'Union des forces progressistes. L'Union des forces progressistes était plus un parti travailleur de gauche, très dans la politique, très à faire de la politique. Alors qu'Option citoyenne, c'était des groupes communautaires, c'était du monde du populaire, des groupes populaires. Puis c'est ce qui avait amené Françoise à aller à faire de la politique. Elle dit, on a bien beau faire des manifs dans les rues, là. Mais quand on fait une grande marche, on finit juste avec un 10 cents d'augmentation, vous savez, il y a quelque chose qui marche pas. Il faut aller plus loin, il faut aller où elle aussi, c'est ça. Il faut aller vers où les décisions se prennent. C'est la fusion de ça. Puis ça, on le vit à l'intérieur de Québec solidaire. C'est encore là, ce lien-là, entre ceux qui faisaient de la politique plus corsée, puis le monde communautaire qui ont une autre façon, une autre approche de traiter les choses. Mais je dirais que le monde provenance du milieu syndical était plus dans le bout d'action politique. Donc, c'est pas nécessairement le titre mais quand on regarde le programme, c'est vraiment axé vers la protection des emplois, de lutter contre les inégalités. Les inégalités, on est contre la loi anti-SCAB, pas contre la loi, mais on est contre les SCAB, on veut favoriser la syndicalisation, donc ça fait partie de notre programme. Mais comme c'est pas nécessairement un enjeu aujourd'hui, mais Manon a en fait une grande exposé sur la lutte que menaient les travailleurs d'ABI qui sont dans leur cadre depuis 14 mois. Donc, mais c'est sûr que là, actuellement, l'actualité tournait beaucoup autour de la laïcité. Ce conseil aussi, c'est toute la mise en œuvre des 3 prochaines années pour se préparer pour les élections de 2022. Donc, on prépare le congrès de 2019. Il y a plusieurs blocs qui touchaient ces questions-là. Puis il y avait la question de la laïcité qui prenait beaucoup de place, qui a pris beaucoup de place pendant les derniers mois. S'il y avait eu, si on avait été, par exemple, quand il y a eu la lutte étudiante, les instances étaient beaucoup axées sur la lutte étudiante. On a aussi sujet à l'actualité. Super intéressant. Écoute, merci beaucoup. Merci Gaétan, très généreux de tout ton temps. Parfait, très instructif. Suite à ça, comme tu me disais, tu avais un rendez-vous avec Gabriel et Manon. Tu as réussi à leur parler finalement? J'ai pas réussi à parler à Gabriel. À la dernière minute, on m'a dit que Gabriel n'y serait pas. Tout au long du week-end, j'avais des échanges SMS avec les différents attachés de presse. D'ailleurs, François, tu as vécu la même chose. Là. C'était quand même assez efficace. Mais donc, à la dernière minute, je reçois un SMS qui me dit Gabriel sera pas là, mais c'est pas grave, tu vas avoir la chef. Je suis avec Manon Massé. Comment on dit? Porte-parole? Co-porte-parole de Québec solidaire. On est en fin de conseil national. Ça a été un conseil exigeant, je pense. Oui, mais combien stimulant. D'ailleurs, on vient juste de sortir, là, il y a plus ou moins quelques minutes, de la salle où Gabriel et moi, on a fait un peu le discours de clôture et c'était énergisant. Je pense que la lutte au changement climatique, là, c'est pas juste une ritournelle pour Québec solidaire, c'est pas juste un mantra que répètent les porte-paroles ou les députés, c'est vraiment dans l'ADN. Puis oui, à la crise climatique, nos membres disent ça prend un barrage politique et il s'appelle Québec solidaire.
On parlait tantôt de la mission des engagés publics. Je te disais, j'ai cette chance-là, puis j'essaie de garder un pas de recul quand je regarde tout le travail que vous faites. Puis j'ai l'impression que ce week-end, que la thématique sur la laïcité est venue un peu hijacker vos objectifs ou le message que vous vouliez passer. Est-ce que tu penses, est-ce que tu as la même lecture que moi? Premièrement, cette question-là, est-ce que tu penses que c'est venu un peu prendre le dessus sur ce que vous auriez aimé transmettre? Ouais. Ben, c'est sûr que pour nous, tu sais, la crise fondamentale actuellement, c'est la crise climatique. La crise sur le port des signes religieux, là, tu sais, je veux dire, oui, avec le dépôt du projet de loi là, qui vient de se passer il y a quelques jours de la CAQ sur la question des signes religieux, c'est évident que c'est un sujet qui va se parler et tout ça, mais en matière de crise, là, on n'en est pas là. Fait que, oui, tu as employé le terme « hijacker », si je le saisis bien. Je pense que ça dit ce que ça veut dire. Je pense que l'importance que notre parti accorde à ce réel problème qu'est la crise climatique a peut-être pas trouvé toute la place qu'elle occupe réellement dans notre plan d'action. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez vraiment réglé un problème avec votre position sur la laïcité, parce que on voit que c'est quelque chose qui est porté par les membres, hein? On l'a vu, c'est une des choses d'ailleurs que moi m'a beaucoup marqué. Mais est-ce que là, vous vous sentez d'attaque les porte-paroles pour aller au front avec cette position-là, puis vous sentez outillé pour continuer à faire des gains, parce que ça avance, là, l'électorat de Québec solidaire? Oui, bien absolument, hein? Parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'elle dit notre position? Elle dit, Québec solidaire ne restreindra pas le port des signes religieux, on est toujours dans la fonction publique, là, à l'exception du visage couvert, qui, lui, pourra être restreint selon les 4 critères, là, c'est-à-dire l'exercice de la fonction, le devoir de réserve, le prosélytisme et, bien sûr, des questions de sécurité. Alors, ça, là, c'est clair en torieux. Et ça, ce que ça va nous permettre, c'est maintenant d'aller nous asseoir autour de la table de la commission qui traite le projet de loi 21 en parlant de droit au travail, en parlant de la nécessaire inclusion de la diversité au Québec. Hein, le Québec est une nation fière, puis quand on est fier, on n'a pas besoin d'interdire des choses. On assume qui on est, et je pense qu'avec cette position-là, on a ce que ça prend pour y aller. Ceci étant dit, ça va pas pour nous, parce qu'on a pris une décision, on avait besoin de vérifier si le compromis Bouchard-Taylor était encore la position qui rassemblait, la position de compromis qui rassemblait les membres. La réponse a été non. Ben moi, ça fait pas pour autant qu'on va se remettre à parler à temps plein maintenant de signes religieux, là. Mais vous voyez la façon... je regardais encore une fois les médias travailler, vous ramènent là, puis là, vois-tu, on est encore en train de parler de ça, mais inquiète-toi pas, on va aller ailleurs, mais là, je veux pas tomber dans ce piège-là, mais il reste une chose, c'est que là, même si je regarde cette mécanique politique-là, vous allez vous faire ramener là-dedans toute la semaine, vous n'avez pas... ça va être de quelle façon vous allez contrer cette orientation-là de votre calendrier éditorial que les médias cherche à diriger? Écoute, Denis, c'est pas compliqué. Nous, on va continuer à faire exactement la même chose. C'est-à-dire, pour nous, la réelle crise, elle est climatique. C'est là-dessus qu'on va mettre nos énergies, le travail qu'on va faire au Parlement, dans la rue, etc. Mais bien sûr qu'on va jouer notre rôle de parlementaire. On est quand même dans la deuxième groupe d'opposition, là. Donc, on a une responsabilité par rapport au menu législatif qui est sur la table. Puis, il y a un des projets de loi qui s'appelle justement, qui porte justement sur la question des signes religieux. Mais c'est évident qu'on va continuer systématiquement de rappeler qu'il n'y a pas de crise au Québec. Donc, lorsqu'il y aura une tentative de diriger votre calendrier éditorial, le plan, ce sera toujours ramener vos priorités. On va ramener les priorités qui n'est pas juste les nôtres, là. Hein? Ouais. Je pense que l'urgence climatique
Les jeunes le hurlent et d'après moi, ils vont le hurler de plus en plus fort si notre gouvernement ne fait rien. Et c'est pour ça qu'ils savent qu'on va être à côté d'eux autres jusqu'au bout parce qu'on a les mêmes préoccupations. Écoute, merci beaucoup. C'est inespéré pour moi. C'est vraiment enrichissant, ce type d'entretien-là. Puis, je te remercie. Merci à toi et ta gang. Les engagés publics. La gang des engagés publics, vous savez, vous êtes une grosse gang, nous sommes une grosse gang, mais continuez à faire votre job de podcast. Merci beaucoup. Salut. Je pense qu'à l'issue de ce que vous venez de me dire, je me verrais facilement dire que, par exemple, la CAQ ou le PLQ sont à la merci d'intérêts économiques ou peu importe de certains intérêts, mais au final, on peut peut-être dire la même chose de Québec solidaire, qu'ils suivent les intérêts de leurs membres, puis vraiment d'une section spécifique de la population québécoise. Ce qu'on sait à ce point-ci, c'est que c'est seulement parce que les instances locales ont demandé à revoir la position de Québec solidaire que maintenant le national doit adopter sa nouvelle position. Donc, il y a une question de timing, mais en même temps, dans les argumentaires de tous ceux qu'on a rencontrés, Denis et moi, clairement, dans la rhétorique, dans la vision qu'on a de nous-mêmes chez Québec solidaire, on se positionnait par rapport à la CAQ. On se portait en faux à ce que la CAQ proposait, puis c'est uniquement dans cette dynamique-là qu'on était capable de le verbaliser. Ça, c'était clair. Parce qu'initialement, ce qu'il y avait déjà dans le programme, ou du moins dans ce qui définissait le parti, c'était plutôt l'option Bouchard-Taylor. Oui, absolument. Pendant à peu près 10 ans, ils ont défendu Bouchard-Taylor. C'était l'option de Amir Kadir et de Françoise David. Je pense que Québec solidaire, en réalité, simplement voté ce qu'elle était ou ce que les militants pensaient depuis longtemps. Je suis pas sûr que Amir et Françoise David avaient l'aval ou l'assentiment de tous les militants. On semblerait que leur position était beaucoup plus stratégique. D'ailleurs, c'est un terme qui était utilisé lorsqu'on parlait de l'option A. On parlait d'une option stratégique parce qu'on savait très bien que c'est celle qui nous permettait d'aller ratisser un plus grand électorat là, au sein de la population. En fait, peut-être que le message à retenir de tout cet exercice-là qu'on est en train de faire, c'est que il faut bel et bien s'impliquer dans les partis si on veut avoir une influence sur les directions du parti. Puis, on l'a vu avec notre épisode précédent sur le Parti québécois. On le voit encore avec Québec solidaire. Puis je suis certain que malgré qu'on pourrait s'imaginer peut-être autre chose, on va le revoir encore au Parti libéral puis à la CAQ. François, est-ce que tu penses que les militants qui étaient présents lors du Conseil national de Québec solidaire pendant le week-end auraient dû rester chez eux à écouter la télévision ou à s'occuper de leur famille? Écoute, c'est clair qu'eux autres, ils perdent pas leur temps. C'est clair que ces militants-là ont 115% d'influence sur le parti. Il y a sûrement des nuances qu'on n'a pas pu capter en 3 jours avec eux. Il y a sûrement des nuances qu'on n'a pas pu capter au sein du caucus des députés. Mais on a vraiment vu que le parti a été structuré dès son départ ou de sa fusion avec l'UFP pour donner un maximum d'impact puis de pouvoir à une multitude de postes. Donc, on a vu plusieurs responsables, puis donner un maximum de pouvoir à ses militants. C'est un parti qui est fait pour être la voix de plusieurs groupuscules et plusieurs membres utilisent consciemment de cette structure-là pour pousser leur enjeu. Et force est de constater que pour l'instant, ils ont trouvé quelque chose là-dedans qui plaît à de plus en plus de Québécois. OK, merci Denis. Merci. Salut, bye. On recommencera. Voilà, c'était notre épisode cette semaine. Donc, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Et bien sûr, comme on en a parlé, engagez-vous en visitant notre site web à engagépublic.com et à la semaine prochaine.
Fait que là, on est dans la file d'attente pour aller commander des burgers. Ça va être... Je pense qu'on vient de se mettre dans un piège. Hein? Pas super. Ouais? Ouais, c'est rapide, ça. Faut que je sois confiant. Ouais. Parce qu'on a une demi-heure. Tu me pogneras un Big machin. Un Big Mac? Chut, pas le dire. Oui. Ah, ben là, t'as pas qui fait les montages. Fait que là, c'est l'inverse. Tu vas le garder. Tu vas le garder parce que tu vas trouver ça trop drôle rendu là.